Ça prend parfois un peu de temps. Voilà. Ok. Voilà, ça y est. Bon, ben j'espère que vos neurones sont prêts, votre cerveau est prêt. Vous avez un petit truc à boire, à manger à cette heure-ci. Vous êtes Jusqu'à en quelle nombre heure de dure temps? le webinaire? On va essayer de faire le maximum 1h30. On va essayer Maximum, je d'être pense. efficace. Voilà, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, c'est pas grave. Vous recevrez par email le replay, donc vous pourrez toujours aller au moment où vous êtes parti pour avoir la suite. Mais on va essayer d'être efficace parce qu'en général, ce qui intéresse le plus les gens, c'est ce qui est vers la fin. Donc voilà. Alors, au niveau du sommaire, pour ce qu'on va voir, il y a déjà une introduction un petit peu de qui on est, où est-ce qu'on est, comment on fonctionne, pour que vous ayez un petit aperçu pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Mhm. Ensuite, on va parler du grand sujet de la mémoire et de la mémorisation de manière générale, qui concerne aussi concentration, attention, apprentissage et Ouais. juste des problèmes plus compliqués. Qu'est-ce que nous, on propose? Alors, il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses que vous pourrez mettre en pratique qu'on vous conseillera, des livres aussi à lire qu'on vous recommande, etc. Et on vous parlera de nous, ce qu'on peut faire à notre niveau pour ça. Ensuite, on offre toujours quelque chose à la fin du webinaire pour les services. Donc voilà, il y a des codes de promo. Et il y a un temps de questions-réponses. Alors, on ne le fait pas vraiment à la fin, sauf s'il n'y a pas beaucoup de questions ou que les questions n'arrivent qu'à la fin. Mais voilà, s'il y en a entre-temps qui arrivent et qu'elles sont pertinentes, à ce moment-là, on fera une pause et on fera le webinaire, les questions. Alors, qui on est? Donc là, vous avez un aperçu de notre équipe. Alors, exceptionnellement, d'habitude, c'est François et moi ou François et Lou pour les présentations. Mais ce soir, il n'est pas là. Il est occupé à travailler et à faire plein de choses très bien C'est un pour nous. webinaire féminin ce soir, 100% Voilà, c'est féminin. 100% féminin ce soir. Mais il va bien, il est là, il est toujours là. Donc voilà, moi c'est Mélanie, je suis neuropsychologue, je suis arrivée il y a 5 ans pour accompagner, me rajouter dans l'équipe de François. Ensuite, il y a Lou qui est avec moi, qui est aussi neuropsychologue de formation. On a tous les deux été à la fac de Au Strasbourg. même endroit, ouais. Voilà. Elle a fait son stage comme moi de fin d'études à Neurofeedback Luxembourg et une fois le diplôme, et ben voilà, ça fait 2 ans qu'elle est avec nous maintenant. Patrick, que vous ne verrez pas forcément en images ou dans les vidéos ou dans les mails ou quoi que ce soit. C'est surtout le magicien derrière le rideau qui fait que tout fonctionne bien, que les automatisations marchent, que vous arrivez à prendre vos rendez-vous, que vous n'avez pas de problème avec les gestions de compte, etc. Voilà, c'est le Magic Man derrière tout qui améliore tous les processus et qui fait toutes les choses que nous, on n'a pas le temps de faire lorsqu'on fait les rendez-vous, en fait. Et François, qui est le fondateur maintenant, il y a plus de 10 ans. Il a fondé Neurofeedback Luxembourg et il a amélioré jusqu'à ce que l'on a aujourd'hui comme technique et outils qu'on vous présentera plus en détail après. Voilà, ça a évolué aussi avec les connaissances. C'est plus du tout comme il y a 10 ans, comment il le pratiquait. Donc voilà. Ça, c'est pour nous, la petite équipe. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller sur le site web. On a fait des biographies un peu plus précises de chacun de nous, de qui on est, de où on vient, de notre parcours, de pourquoi, comment on a atterri ici, pourquoi on fait ce qu'on fait, etc. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien. Ok. Ensuite, pour ce qu'on fait, à qui ça s'adresse? Eh ben, à beaucoup de monde. Ouais. Dès 5 ans, vous pouvez commencer, même parfois un petit peu avant, ça dépend, mais la plupart du temps, les enfants, quand ils commencent à venir, ils ont 4-5 ans, Ok, jusqu'à tu peux t'asseoir pas sur de une limite. chaise. Ouais. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Ça marche pour plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est personnalisable. C'est ça l'avantage, parce que souvent, ça paraît bizarre quand une technique a l'air de marcher pour plein de choses, mais c'est le cerveau. En fait, le cerveau, ça est concerné par énormément de problématiques, et donc que ce soit la problématique A ou la problématique B, ça reste toujours le cerveau qu'on va regarder et qu'on va aider. Donc, ça marche pour tout ce qui est troubles des apprentissages, du développement, autisme, TDA, troubles 10, tout ce qui est les cerveaux en souffrance aussi, les gens qui ont de l'épilepsie, des migraines. On a d'ailleurs fait des webinaires déjà à ce sujet-là. Tout ce qui est neurodégénératif, alors ça ne soigne pas.
pour le neurodégénératif, le neurofeedback, c'est pas un traitement miracle, hein, mais par contre, ça permet de ralentir, voire de stopper l'évolution. On a eu déjà de très bons résultats avec des personnes qui avaient un début Parkinson ou début Alzheimer. Lorsque c'est quelqu'un qui a ça depuis 15 ans et qui vient seulement chez nous, le cerveau a malheureusement déjà souffert et c'est pas sûr qu'on puisse beaucoup aider. Mais encore que, on a eu des miracles déjà, donc on est toujours ouvert. Voilà, c'est les gens en recherche de solutions, la porte elle est toujours ouverte. Pour les traumatismes crâniens, AVC, tout ça, ça marche très bien. Pour tout ce qui est plutôt santé mentale, stress, dépression, manque de motivation, burn-out, insomnie, cauchemar, trauma, tout ce qui concerne la santé mentale et les troubles, ça marche très très bien. C'est l'un des plus, je dirais, en neurofeedback facile à aider et plus rapide à enlever. Et aussi tout ce qui est amélioration des performances mentales et physiques. Notamment, il y en a qui se sont spécialisés d'ailleurs dans le neurofeedback pour les performances sportives, c'est super intéressant, mais c'est un autre domaine. Où est-ce qu'on se situe? Alors, les gens cherchent toujours un bureau neurofeedback Luxembourg. On n'a pas un bureau avec une devanture à proprement parler. En fait, nos bureaux se situent dans un espace de coworking qui s'appelle le Silver Square à Luxembourg. Il est rue Glesner, donc c'est juste derrière la gare, accessible avec les transports en commun. C'est très pratique. Parce que pour se garer dans Luxembourg, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Donc voilà, comme on est ouvert sur des horaires très larges où on fait beaucoup de rendez-vous, on a beaucoup de travail en ce moment, donc très souvent de 7h à 21h, on est occupé. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais de numéro de téléphone disponible. Donc si vous voulez nous contacter, soit vous utilisez l'email de contact qui est ici. C'est un email général qui est envoyé à toute l'équipe, comme ça le premier de l'équipe qui est dispo vous répondra. Ou alors, il y a un autre service qui sert pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez vous poser la question de est-ce que je prends rendez-vous ou pas. C'est les téléconsultations, c'est gratuit, c'est par téléphone. Ça vous permet de nous poser toutes vos questions et nous, ça nous permet d'évaluer est-ce que le neurofeedback est fait pour vous ou pas. Et est-ce qu'on vous recommande ça ou autre chose. Donc voilà, ça, c'est les deux moyens les plus faciles de nous joindre. Et ça fait partie en fait d'un processus. C'est une première étape. Maintenant, comment un petit peu ça fonctionne chez nous? Alors ça, les services, vous n'allez pas forcément peut-être comprendre tous les noms qui sont écrits ici. On le répétera en fait à plusieurs endroits dans le webinaire parce que c'est un peu complexe et souvent confus pour les gens. Si vous voulez, une fois que vous êtes décidé à faire les choses chez nous, on a plusieurs étapes. Il y a toujours, comme dans n'importe quel endroit où vous irez lorsque vous voulez un traitement de quelque chose, il faut faire une mesure initiale. On va évaluer d'où viennent les soucis que vous avez. On va regarder dans votre cerveau, dans votre système nerveux, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, qu'est-ce qui explique les symptômes que vous avez. Et du coup, c'est votre cerveau. C'est pas le cerveau de quelqu'un d'autre. Puisque si je reçois, par exemple, 5 personnes qui ont tous des problèmes de mémoire, je vais avoir 5 cerveaux différents. Donc, ce sera 5 traitements différents. C'est très important. Comme une prise de sang un petit peu, hein, Oui, on fait aussi une prise de sang pour voir si on a des carences et si on doit prendre quelque chose ou pas. C'est la même chose. C'est voilà, une mesure initiale. On regarde la baseline. OK, où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va? Une fois qu'on a fait cette mesure initiale qui comporte tous ces services ici qui seront expliqués plus profondément après, là, à ce moment-là, si vous voulez faire du neurofeedback, si vous êtes intéressé, vous dites OK, go. Donc à ce moment-là, il y a le neurofeedback qui est accompagné d'appareils et de stimulation qu'on vous fait en même temps que le neurofeedback. Et il y a aussi des choses faisables à la maison, etc. C'est du cas par cas, toujours, hein. Et la dernière étape, c'est la mesure finale. Une fois que vous avez fait le traitement, on refait comme au début la mesure initiale. On la refait en entier et comme ça nous permettra de vous montrer un avant-après, comment votre cerveau s'est régulé et comment ça a changé en lien avec les améliorations que vous avez senties. Donc voilà, on le répétera après, mais c'est déjà pour un premier, que vous ayez un peu une idée de comment ça fonctionne. Voilà. Et je vous parlais du site web tout à l'heure, donc voilà, la plupart des informations s'y situent lorsque vous avez une question, une recherche, une demande. Comme c'est une page, ça nous a permis de mettre beaucoup plus de détails que lorsqu'on fait un webinar à l'oral ou des échanges en téléconsultation où on ne peut pas toujours tous se prendre ce temps de parler en détail de tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire les curieux.
Il a demandé du travail, beaucoup de mois de travail. On a tout changé, tout mis à niveau et il va évoluer. Donc régulièrement, des nouvelles pages publiées, des nouvelles choses, des nouvelles ressources. Donc régulièrement, quand vous vous connecterez, il y aura des nouvelles choses. Ça évolue. Voilà, donc n'hésitez pas à faire les curieux là-dessus. Il y a de quoi faire et de quoi apprendre. Ok, donc voilà pour la première présentation. Je vais passer la parole à Lou qui va rentrer dans le vif du sujet de la mémoire et après on démarrera sur qu'est-ce que c'est la mesure initiale, le neurofeedback, vous montrer des images, à quoi ça ressemble, comment ça marche et qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce traitement comme effet positif. Voilà, vas-y Lou, je te passe la main. Merci Mélanie. Alors, on va rester sur des généralités sur la mémoire parce que le sujet est vraiment, vraiment vaste. On ne va pas pouvoir tout aborder. Mais en gros, la mémorisation, c'est un grand processus qui comprend 3 étapes importantes. Et en fait, en termes de problèmes de mémoire, c'est au niveau de ces 3 processus qu'il peut y avoir des soucis. Donc en fait, quand on parle de problèmes de mémoire, ça peut être autant des problèmes au niveau de l'encodage. Alors encoder l'information, c'est en termes d'organes sensoriels, c'est le fait de voir une info, d'entendre une info. Puis une fois qu'elle a été vue, entendue, il va falloir la stocker. On verra après comment est-ce qu'on la retient, est-ce qu'on la stocke, mais elle sera ensuite stockée, consolidée si ça se passe bien. Et puis si elle est bien stockée, bien consolidée, qu'on a bien payé attention en amont, on pourra la récupérer après. Donc finalement, ça peut être autant un problème de mémoire, ça peut être un problème à la récupération, c'est-à-dire que l'info a été bien mémorisée, bien encodée, mais on n'arrive pas à la récupérer. Ça peut être un problème, on a payé attention, mais l'info se stocke pas, s'enregistre pas. Et ça peut être un problème au tout début à l'encodage, on n'arrive pas à faire attention à l'information et à bien, au niveau sensoriel, à l'encoder. Donc, c'est vraiment 3 étapes différentes quand on parle de mémorisation. Mais il y a aussi différents types de mémoire, parce qu'on parle de problèmes de mémoire. Mais en fait, la mémoire, il y a différents systèmes. Alors, comme on l'a vu, la mémoire, c'est apprendre quelque chose, donc le mémoriser, mais pouvoir après l'utiliser et s'en rappeler, donc le restituer. Donc, on parlait de plusieurs types de mémoire. Il y a 5 systèmes de mémoire qui utilisent tous des réseaux neuronaux différents. Alors, et qui stockent du coup 5 types d'informations différentes. Alors, en termes de mémoire à long terme, on a la mémoire explicite et la mémoire implicite. Elle est séparée en 2. La mémoire explicite, c'est tout simplement celle des souvenirs conscients et qu'on peut verbaliser, qu'on peut raconter. Et la mémoire implicite, c'est plus tout ce qui est procédural, qu'on fait sans même s'en rendre compte. Conduire en voiture, on l'a appris un jour, mais on n'est pas du tout en train, à chaque fois qu'on fait un trajet en voiture, de se remémorer consciemment tous les processus qu'il faut pour rouler en voiture. Oui, comme le vélo, c'est pareil. Ouais. On n'a pas besoin de réfléchir à faire son poids, à penser à pousser sur les pédales, tenir les trucs. Et ça a l'air inné. En fait, on monte sur le vélo, on roule, on ne se rend même pas compte de tout ce que le cerveau a besoin de mettre en place comme processus pour que vous ne tombiez pas. Exactement. C'est pour ça que l'apprentissage enfant, on tombe parce qu'il n'est pas encore appris, le vélo. Et une fois que c'est appris, on ne tombe plus. C'est ça. Et elles utilisent des réseaux neuronaux bien différents. Dans la mémoire explicite, par exemple, on a la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est celle de nos souvenirs, ceux qu'on arrive bien à situer dans le temps, qui, quand on s'en rappelle, on a encore des sensations, des odeurs qui remontent, des images qui nous viennent en tête, des souvenirs qu'on arrive à situer. Par exemple, notre 18e anniversaire, c'est quelque chose qui a été bien délimité dans le temps, qu'on sait situer en termes de date. Et quand on y repense, on peut penser au goût du gâteau, à l'émotion que ça nous a procuré quand il y avait nos proches qui étaient là, ce genre de choses qu'on arrive à expliquer, raconter. Et il y a encore ces émotions qui remontent, qui vient un peu à contrario par rapport à la mémoire sémantique, où là, il n'y a plus tout ce qui est processus émotionnel qui remonte quand on en parle, c'est vraiment des connaissances, c'est factuel, des connaissances qu'on a sur le monde. Par exemple, savoir que Chirac a été un des présidents de la France, c'est pas quelque chose que, à moins qu'il y ait eu un contexte particulier dans lequel on l'a appris, mais c'est une connaissance qu'on a et on ne se souvient pas vraiment de à quelle date on l'a appris, ni
s'il y avait un souvenir particulier par rapport à ça. C'est juste une connaissance générale sur le monde. En termes de mémoire implicite, on a la mémoire procédurale, donc c'est celle dont on parlait. Comme disait Mélanie, par exemple, on l'utilise pour faire du vélo, mais on ne s'en rend même pas compte. Et la mémoire sensorielle, donc ça, c'est celle qui utilise nos sens pour se rappeler, justement, comme on disait avant, quand on sent une odeur et que ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est les 4 types de mémoire. Mais on parlait de 5, et donc la 5e, elle est là. C'est la mémoire à court terme, parce que tous ces types de mémoire dont on parlait faisaient partie de la mémoire à long terme. Donc, c'est des événements qui se sont passés à plus ou moins long terme, donc plusieurs jours, plusieurs heures avant, ou plusieurs années, plusieurs mois. Mais la mémoire à court terme, c'est plus ce qui s'est passé disons, dans le jour qui suit ou dans les heures d'avant. Et en fait, on parle de mémoire de travail. Pourquoi? Parce que c'est une mémoire qui nous permet de maintenir l'info pendant un court laps de temps et de travailler sur l'info en même temps. Tout simplement, mémoriser un numéro de téléphone pour le noter après. C'est quelque chose. Alors, votre voix, pardon. Je pense que la personne a peut-être un souci de connexion. Je vais lui écrire, vas-y, continue. Ouais, ok. Je vais lui écrire. Pas de souci. Alors voilà, c'est ce qui nous permet aussi de travailler dessus en même temps et de mémoriser l'information pendant un court laps de temps. Et donc, en fait, la mémoire, c'est le lien entre notre passé, donc tout ce qu'on a acquis comme connaissances, comme savoir-faire, comme souvenirs, et qui nous permettent du coup de nous projeter dans le futur. Parce qu'on utilise toutes ces connaissances, ces souvenirs, pour après faire des projections vers le futur. C'est un petit peu un lien entre le passé et le futur. Et là, en termes de localisation anatomique, alors la mémoire, on est vraiment sorti du modèle du localisationnisme où en fait c'est une zone du cerveau qui fait telle chose, on n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, vraiment, on s'est rendu compte que c'est la connectivité qui fait autant la mémoire que toutes les autres fonctions cognitives en fait. C'est le fait que les zones du cerveau, les différentes aires du cerveau communiquent entre elles. Et en fait, finalement, chaque type de mémoire qu'on vient de voir, elle a besoin de dialoguer avec les autres pour pouvoir fonctionner. Donc, en fait, on voit bien que on parle souvent des hippocampes par rapport à la mémoire. On va en parler juste après. Mais en fait, c'est pas du tout le centre de la mémoire comme on peut lire parfois. Il n'y a pas que lui. Il y a en fait tout autant le lobe préfrontal, les noyaux gris centraux. Et en fait, chacun gère un peu une sorte de mémoire différente. Mais comment ça se passe? Il y a quand même l'hippocampe qui est le chef d'orchestre de tout ça. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, mais sans être trop longue, en fait, l'hippocampe, c'est cette petite structure qui ressemble vraiment à un hippocampe, d'où son nom, et qui fait le chef d'orchestre, c'est-à-dire que dès qu'on va devoir se rappeler d'un souvenir, donc par exemple, pour reprendre l'exemple du 18e anniversaire, par exemple, il va à chaque fois demander aux différentes zones du cerveau, les zones sensorielles, le cortex préfrontal, de donner chacune des informations qui lui sont propres. Il va par exemple demander au cortex associatif qui gère un peu tout ce qui est, par exemple, odorat, toucher. Il va demander les sensations qui étaient en lien avec ce souvenir. Et il va demander au lobe préfrontal, par exemple, de nous donner les infos en termes de, par exemple, quelle personne était là. Et il met un peu en lien chaque zone du cerveau ensemble pour reconstruire ce souvenir. Et à force, plus on va répéter le souvenir, plus il va les mettre en lien ensemble, plus ce souvenir, finalement, ces zones auront eu l'habitude d'avoir été utilisées et activées ensemble, moins elles auront besoin de l'hippocampe et plus après, elles se réactiveront ensemble toutes seules. C'est pour ça que, par exemple, quand on sent une odeur dans la rue, direct, ça vient et ça nous rappelle un souvenir parce que ces zones, elles vont s'activer ensemble de nouveau par rapport au souvenir et puis nous ramener l'image en tête, nous ramener le souvenir. Et plus elles ont été activées ensemble, plus elles vont nous rappeler facilement le souvenir par la suite, sans même avoir besoin par après de l'hippocampe. Donc ça, c'est juste une petite phrase pour le rappeler. Lui, c'est un peu le chef d'orchestre. Toutes les infos transitent un peu par lui. Mais finalement, après, plus le souvenir il va être répété et sémantisé, moins il va dépendre de l'hippocampe. C'est aussi pour ça que quand on a la maladie d'Alzheimer, par exemple,
c'est les hippocampes qui sont touchés en premier. Et en fait, certainement que vous l'avez déjà remarqué, mais les personnes qui ont Alzheimer, elles n'ont pas trop de soucis dans les premiers temps de la maladie à rappeler des souvenirs qui sont très anciens. Parce que souvent, c'est des souvenirs qui ont été rappelés très, 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 très souvent, qui ont été sémantisés, qui dépendent plus de l'hippocampe du coup. Ils n'ont plus besoin de l'hippocampe pour être rappelés. Et par contre, les souvenirs qui sont plus récents et qui ont encore besoin de lui, et du coup, ils seront moins bien en capacité d'être rappelés. Donc c'est pour ça que la mémoire des souvenirs plutôt anciens dans la maladie d'Alzheimer, ça marche encore plutôt pas mal au début. Et du coup, ça fait le lien avec ce qu'on disait, on a besoin de répéter, parce qu'en fait, tout simplement, un souvenir, c'est des connexions entre les neurones. C'est tout simplement ça, c'est des zones et des zones qui ont l'habitude d'être connectées ensemble et des neurones qui ont l'habitude d'être connectés ensemble. Et plus on va les activer et les répéter, et plus ce sera fort et plus ce sera facile à se souvenir, à mémoriser, en fait, tout simplement. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on montre avec ces diapos. Comme à l'image un petit peu d'une trace de peinture, plus on passe de couches et plus la couleur elle sera foncée, plus la trace elle restera. Et la trace, c'est ce qu'on appelle un engramme en fait dans le cerveau. L'engramme, c'est juste la trace cérébrale de quelque chose, d'un souvenir qu'on a vécu, de quelque chose qu'on a appris. Et en termes anatomiques, c'est juste des connexions entre les neurones. Par exemple, en termes de connexion, juste une petite anecdote, mais l'hippocampe des chauffeurs de taxi, il a été prouvé par des études qu'il est plus gros que l'hippocampe moyen chez le reste de la population, parce qu'en fait, ils ont ce besoin toujours de se rappeler des rues. En fait, ceux qui utilisent en tout cas de mémoire pour se rappeler les rues où ils doivent aller, utilisent beaucoup plus leur hippocampe et en fait, il est modifié en fonction de notre utilisation. Et chez les chauffeurs de taxi, par exemple, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres professions, il est plus gros que la norme. Donc, c'est bien la preuve que, anatomiquement parlant, ça se modifie. Ça s'entraîne. Voilà, exactement. Et on va en reparler après, que ça s'entraîne. Et un souvenir, alors, on a dit, il peut effectivement être plus ancré par la répétition, mais un souvenir qui a suscité une forte émotion. On n'est pas obligé de l'avoir rappelé très souvent, mais il peut aussi nous arriver quelque chose qui a suscité une très très forte émotion, qu'on a rappelé une fois, mais pourtant le souvenir en est toujours aussi vif. Pourquoi ? Parce que anatomiquement parlant, on a une petite zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Vous le voyez sur la diapo juste d'avant. Elle est là. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, mais elle est vraiment pas loin de l'hippocampe. Ils sont en fait juste à côté. Et cette petite zone, elle est un petit peu le centre des émotions. Et quand du coup, il y a un souvenir qui a suscité, un événement qui a suscité une forte émotion, il est très vite ancré dans notre mémoire, comme c'est proche anatomiquement parlant. C'est du coup, par exemple, le cas dans le stress post-traumatique, suite à un événement un trauma, et ça va rester et ça va même après susciter des réminiscences, des flashbacks, ce genre de choses, parce que y a eu justement cette imprégnation émotionnelle très très forte. Donc voilà, ça c'est ce qu'on disait avant. Les souvenirs sont stockés sous la forme de connexions entre les neurones, voire des groupes de neurones. Mais le cerveau, c'est plutôt en fait, on va pas dire que c'est un flemmard, mais il veut économiser son énergie. En fait, c'est-à-dire que s'il y a des infos, des souvenirs, des choses qu'on apprend et qu'on n'utilise pas très souvent, c'est des connexions qui utilisent de l'énergie et lui, il veut se débarrasser de ce dont on ne se sert pas et qui utilise de l'énergie. Et donc, ça explique que, en fait, quand il y a, si maintenant on a appris, par exemple, on a commencé à jouer du piano à nos 8 ans, mais qu'on n'a pas trop répété entre-temps, admettons, à nos 40 ans, si on réessaye, on va avoir vraiment du mal de nouveau à jouer. Parce qu'en fait, le cerveau, il a un peu fait le ménage entre-temps. Il veut économiser notre énergie, et ça prend des nutriments, de l'énergie. Donc, en fait, il supprime petit à petit les connexions entre les neurones qui sont moins utilisées.
C'est Parce que un processus normal, sans tout que à ce soit dangereux. Il fait juste son travail. voilà. Il y a d'ailleurs des grandes étapes de la vie du cerveau dans notre développement qui sont connues comme les grandes délétions, c'est-à-dire que les neurones qui ne sont pas utilisés vont être nettoyés. Alors ça a lancé aussi pour les enfants quelque part un peu la fausse croyance que tout se joue avant, je ne sais plus, 3 ans ou 5 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Alors, oui, un cerveau d'enfant jeune est plastique et peut apprendre plein de choses, mais c'est pas parce qu'il l'a pas appris ou fait ou stimulé avant 5 ans que c'est perdu. Il le fera très bien aussi après. Donc, si vous êtes parent, pas besoin de vous mettre la pression non plus de lui faire apprendre 5 langues et 3 compétences avant ses 8 ans. Voilà, c'est juste des processus qui sont normaux. Ce qui ne sert à rien est un poids et est enlevé. Mais ça ne veut pas dire que ça vous rend plus bête ou dément ou quoi que ce soit. Ça, vous le sentez pas. Vous n'en êtes pas conscient. Ça, c'est pour le processus qui est normal, quoi. Le cerveau est plastique tout au long de notre vie, en fait, et on peut, du coup, apprendre de nouvelles choses tout au long de notre vie. Ça nécessite de la répétition, comme on l'a dit, mais c'est tout à fait possible et en fait, notre cerveau, je crois qu'il a une capacité enfin, c'est quasiment infini, mais on parlait j'avais lu de millions de milliards de bits, donc c'est carrément, plus qu'un Comparé à ordinateur. l'ordi. Comment? Comparé à l'ordinateur, c'est ça, Voilà, les bits pour de comparer. stockage? Justement et en fait, donc sa capacité est presque illimitée. On pense parfois que, bah, finalement, il y a une espèce de limite, mais non, c'est juste qu'il est sélectif et donc en fait, il va au bout d'un moment, juste faire le ménage, mais on peut enregistrer énormément, énormément d'informations. Oui, c'est l'exemple des langues. Exact. Vous allez apprendre, je prends mon cas, je ne sais pas, l'espagnol au lycée. Donc l'apprentissage de la langue se fait très bien, mais n'ayant plus parlé depuis le lycée, donc ça fait un petit moment parce que j'ai 28 ans. Maintenant, si aujourd'hui je voudrais parler l'espagnol, pour me souvenir de ce que j'ai appris au lycée, que j'ai plus répété depuis, j'ai pas lu de livre en espagnol, j'ai pas été en Espagne, j'ai pas regardé des séries Netflix sous-titrées en espagnol, par exemple. Donc voilà, là, si maintenant je devais avoir une conversation en espagnol, peut-être que j'arriverais à comprendre l'interlocuteur, mais pour faire une phrase, pour chercher ça dans la mémoire, pour mon cerveau, ce serait extrêmement compliqué. Il aurait besoin d'un rafraîchissement pour se remettre dans le bain. Mais par contre, ça serait plus rapide. Ça serait pas comme un apprentissage initial. J'aurais pas besoin de recommencer au début parce que d'un coup, ça va rafraîchir la trace que vous aviez à l'époque, vous dire ah oui, ce truc-là, je m'en souviens maintenant que je le lis. Ok, oui, c'est vrai, il y avait cette règle. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Oui et la trace, c'était les connexions entre les neurones, du coup, qui s'étaient déjà faites. Voilà. C'est pour ça que quand on commence un nouvel apprentissage, c'est parfois un peu plus long parce que c'est juste le temps que les neurones et les zones du cerveau se connectent entre elles, en fait. C'est un peu comme des neurones qui feraient du sport ensemble, quoi. Ouais, S'ils portent un haltère à deux, ils sont plus forts. Voilà. Et à force de se c'était, connecter ensemble, ils deviennent super amis. Hein. C'est comme les ouais, gens avec qui vous êtes tout le temps. Plus vous êtes ensemble, plus vous êtes proches. une Voilà, c'est pareil. expression, tu sais, what fires together wires together, c'est Oui, ça? il n'y a pas vraiment de traduction en français pour ça. Les Non, Américains ont cette expression qui dit que ceux qui s'enflamment ensemble, puisque les neurones qui s'enflamment, s'active, ouais, en voilà. gros, ils s'activent. Ceux qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ils disent wire parce que c'est comme des câbles qui se Mmh, torsadent ensemble et qui se tiennent par la force. Et c'est une belle expression. mmh, ouais, c'est chouette. Bah, du coup, voilà, c'est ce qu'on disait, ça supprime les infos inutiles, du coup, ce petit ménage du cerveau et ça nous économise de l'énergie. Et du coup, il y a beaucoup d'études qui montrent que ce nettoyage-là a lieu durant le sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'on va en parler en termes d'hygiène de vie. Le sommeil dans les problèmes de mémoire, c'est hyper important parce que du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup qui se joue. Pendant le sommeil paradoxal, pendant le sommeil profond, surtout, il y a tout ce qu'on a encodé, vu pendant la journée qui va se consolider aussi. Donc, ça a un énorme, énorme rôle, autant Et pour la oui, vous, concentration. vous dormez la nuit, mais votre cerveau, il fait plein d'autres choses. Et d'où l'importance de dormir. Ouais. Si déjà vous ne dormez que 4 à 5 heures ou 3 heures par nuit, ou alors si vous n'avez pas un sommeil qui est récupérateur, le cerveau ne peut pas faire son travail. Parce que le temps de sommeil n'est pas indicateur de sa qualité. Vous pouvez avoir des gens qui vont Ouais. dormir 40 heures, mais comme il y a un cerveau tellement nerveux et stressé qui ne tombe pas dans le sommeil profond,
ça ne marche pas. Vous êtes toujours fatigué. Donc ça, par exemple, c'est des choses où, comme elle le dit, Lou, elle va le montrer sur la diapo suivante. Avant de commencer par quoi que ce soit, quand vous avez des soucis cognitifs, je parle de manière générale, pas que la mémoire, concentration, attention, etc., c'est la première chose à voir, c'est déjà l'hygiène de vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas, au niveau du sommeil à améliorer, au niveau de l'alimentation, de l'hydratation? Parce que prenez l'exemple d'une voiture. Déjà, sans essence ou sans diesel, elle ne va pas rouler. C'est impossible. Si vous ne mettez pas de jus d'énergie dedans, il ne se passe strictement rien. Vous pouvez juste la pousser. Bon courage. Et si vous mettez de l'essence ou du gasoil dans un truc où c'est pas fait pour, si vous mettez déjà la mauvaise alimentation dedans, ça va coûter très cher la facture derrière chez le garagiste ou pour faire la vidange du réservoir, quoi. Donc voilà, c'est déjà la première étape. C'est est-ce que et ça marche pour tout, pour tous les soucis qu'on a, c'est très important de déjà vérifier ça. Plutôt que de passer par la case, je ne sais pas, des fois médicale, tout de suite des choses extrêmes, parce que voilà, sous-estimez pas les choses au niveau biologique qui se passent et l'impact que ça a sur le corps. Nous, on le voit sur le cerveau. Quelqu'un qui mange pas bien, qui dort pas bien, qui s'hydrate pas bien, qui mange des choses pas bonnes ou trop de sucre, ça se voit sur le cerveau. Oui. Ça inflamme. Oui. Très, très important. Donc déjà, prenez soin de votre corps parce que comme la mémoire, en plus, c'est un des processus les plus énergivores de tout ce que le cerveau a géré. On ne se rend même pas compte. Dès qu'il y a quelque chose, un petit grain de sable dans l'engrenage qui va empêcher ou qui va prendre trop d'énergie, le cerveau, comme disait Lou avant, c'est pas que c'est un flemmard, mais il réfléchit à économiser et à s'optimiser. S'il n'a pas assez d'énergie pour faire tout, il va se concentrer que sur les processus de survie. Et donc la mémoire, pour lui, bon, si vous oubliez vos clés, où est-ce que vous avez garé votre voiture, il s'en fiche un peu. Vous n'allez pas mourir sur le parking du magasin parce que vous ne retrouvez pas votre voiture. Donc ces choses, il peut même déconnecter parfois les zones de la mémoire et plein de ces choses-là. Et donc, ça va moins bien fonctionner. Mais ce sera une conséquence, du coup, de quelque chose. Souvent, très souvent, quand il n'y a pas de démence, la perte de mémoire, c'est dû à un souci X, Y, Z en amont. Et c'est la conséquence, en fait, que vous voyez. Parce que c'est plus simple de se rendre compte que, tiens, j'ai des problèmes de mémoire. C'est vrai que j'oublie beaucoup de choses. Je dois noter souvent sur des post-it que de se dire, j'ai peut-être un problème de telle onde dans le cerveau ou de ces choses-là dont on n'est pas conscient. Donc, voilà. Désolée Lou, je t'ai. Ah non, pas de souci, l'occasion de rentrer c'est très bien. Très raisin, parce que les gens le négligent trop souvent et c'est dommage. Non, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, ça nous fait une super transition par rapport à la diapo d'après. C'est tout à fait. Ah, nickel, go. Vas-y. Voilà. Finalement, ça a été très bien abordé déjà. Juste pour ajouter par rapport à l'alimentation, on a parlé du sucre qui inflamme beaucoup. Mais ce qui est aussi très important en termes d'hygiène de vie, c'est l'hydratation. Parce que comme disait Mélanie, il faut quand même. En fait, le cerveau est composé. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'eau. En fait, il a besoin d'énormément d'eau. Et souvent, en fait, je pense qu'on sous-estime la quantité d'eau qu'on doit boire par jour. Parce que, disons qu'un adulte, il faudrait au moins être à 2 litres par jour pour. Et justement, ça peut causer des maux de tête si on ne boit pas assez. Ça peut, Ouais. je veux dire, souvent. La fatigue, du brouillard cérébral. Tout à fait. Et justement, si on ne l'hydrate pas bien, si on ne le nourrit pas bien, après, c'est aussi normal qu'il y ait des soucis et qu'il ne fonctionne pas très, très bien. Voilà. Après, en termes d'hygiène de vie, c'est vrai que tout ce qui est alcool, drogue, évidemment que ça a un impact sur le fonctionnement cognitif. Les médicaments aussi. Les médicaments aussi. Il y a certains médicaments, oui, plus que d'autres d'ailleurs. On le voit, nous, à l'EEG, il y en a certains qui enflamment sacrément le cerveau. L'humeur a un énorme impact sur la mémoire. Oui, les zones de l'humeur et de la mémoire sont très très proches, les zones limbiques. Elles travaillent ensemble, donc s'il y a des soucis au niveau régulation émotionnelle, la mémoire est forcément impactée, pas disponible. Ouais. Exactement. Le stress, l'anxiété chronique, on parle de stress oxydatif,
Ça peut du coup causer justement des dégâts au niveau du cerveau et de la mémoire. Aussi, quand on est disons, quand on est en stress, on va parler d'anxiété, par exemple, anxiété généralisée, en hypervigilance, par exemple, et ça va aussi causer des problèmes par rapport à la mémorisation parce que notre cerveau, il va pas arriver très très bien, disons, à allouer l'attention à ce qui est vraiment important. Et en fait, comme on l'a vu avant, pour pouvoir mémoriser, il faut avoir payé attention à la chose à laquelle qu'on veut mémoriser, en fait. Oui, Et en fait, tout simplement, parfois, on nous parle de problèmes de mémoire en séance et on se rend compte que c'est pas du tout la mémoire qui est en cause, mais c'est l'attention. Parce oui, que, oui. voilà, comment C'est mémoriser souvent le quelque chose? processus avant la mémoire qui est touché, c'est déjà la concentration attention, qui est des gens qui perdent le focus. Alors des fois c'est conscient, où les gens nous disent pour eux ou pour leur enfant, je décroche vite dès qu'il y a un son, j'arrive pas à rester concentré, ou mon enfant est dans la lune. Parfois c'est complètement inconscient. Vous pouvez avoir un cerveau qui, pour X, Y raison, va se retrouver à très souvent aller dans les rêveries. Je vous montrerai tout à l'heure des états d'activation du cerveau qui montrent ça. Dans des cas jusqu'au plus, je vais pas dire grave, mais on dirait plus fort, plus extrême, ça va jusqu'à de la dissociation entre le corps et l'esprit pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un peu sur la même ligne, à des degrés de difficulté différents. Mais c'est quand le cerveau, je suis là, je suis pas là. Oui, je suis pas là. Et donc, il a entendu un mot sur 10, quoi, en gros, de la conversation ou de l'apprentissage, de la formation, etc. Et ça, si votre cerveau n'a pas, avec vous, payé attention à l'entièreté du sujet, comment vous voulez qu'il mémorise un truc qu'il n'a pas écouté? Ça va être compliqué. Donc voilà, le problème de mémoire vient souvent aussi, en fait, déjà d'un problème d'attention à ce niveau-là. Exactement. Voilà. Alors que la mémoire peut n'avoir absolument aucun souci en elle-même. Après, en termes du coup de choses qui font du bien à la mémoire et qui entretiennent justement nos capacités cérébrales, du coup, on a tout ce qui est activité sociale. Il y a beaucoup d'études qui parlent de réserve cognitive, en fait. Pas forcément par rapport aux activités sociales en elles-mêmes, mais juste le fait de se stimuler, d'apprendre de nouvelles choses, de pratiquer une activité sportive, de sortir, de voir du monde. En fait, c'est des stimulations qui font du bien au cerveau et qui entretiennent nos réseaux, nos connexions entre les neurones et qui nous constituent une petite réserve. Et plus, alors c'est vraiment tout bête, mais c'est vraiment très vrai, plus on a de réserves, de connexions entre les neurones, et plus si jamais on est un jour malheureusement atteint par une maladie neurodégénérative, plus, disons, le processus sera lent et on sera moins facilement en mauvais état, disons, en fait, parce qu'on Une aura protection. une grosse réserve avant. Oui, c'est une protection. Si on est moins à risque, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas du tout, on est moins à risque des dégénérescences liées à l'âge. J'entends dégénérescence pas naturelle, parce qu'il y a une dégénérescence Tout à naturelle fait. liée à l'âge dans le cerveau qui est tout à fait OK, mais on parle de non naturel, donc de démence, ou en cas de, par exemple, de trauma crânien, tout ça. Les gens qui ont fait beaucoup de choses, que ce soit sportif, cognitif, manuel, intellectuel, culturel, social, toutes ces choses-là, c'est aussi des protections et ça permet, très souvent, on le voit, c'est des gens qui vont récupérer plus vite, mieux. Voilà, donc voilà, faites-vous du bien. Personne d'autre ne pourra prendre soin de vous à part vous-même, donc ne vous gênez pas. La vie, elle est large et il n'y a pas d'âge pour ça. Que vous ayez 10, 20, 40, 50, 60, 80 ans, mais si vous avez envie d'apprendre le russe à 80 ans, apprenez le russe à 80 ans si c'est votre truc, ou apprenez à jouer aux échecs. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas il y a aucune limite pour ça. Le cerveau va toujours faire son travail jusqu'au bout. Faites-vous Exactement. plaisir. C'est la réserve cognitive, justement. Et alors, en termes de problèmes de mémoire, c'est vrai que alors, on a tout ce qui est... C'est très vaste quand on dit qu'on a des problèmes de mémoire, comme on l'a vu. On a tout ce qui est amnésie, amnésie qui peuvent être
dû évidemment à des traumatismes crâniens. On a tout ce qui est amnésie antérograde, amnésie rétrograde, mais aussi, comme on l'a dit avant, finalement, on a quand même pas mal abordé déjà tout ça, dû à des AVC, des choses vraiment structurelles, mais on a aussi tout ce qui peut apporter des trous de mémoire par rapport aux problèmes, comme on l'a dit avant, à l'humeur, au TDAH, donc par rapport aux soucis d'attention, par exemple, si on ne prête pas attention à quelque chose, c'est plus difficile de le mémoriser, consciemment ou inconsciemment, évidemment. Après, on a vraiment le vaste domaine des démences. Là, du coup, nous, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, mais on vous renvoie volontiers vers un webinaire qu'on a déjà fait qui parle justement de tout ce qui est neurodégénératif. Sur notre chaîne YouTube, on va justement mettre le lien après. Oui, je vais l'ajouter. J'ai vu, mais sinon, c'est aussi sur le site web. On a fait plein de sujets où on rentre plus en profondeur là-dessus, donc vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien, vas-y, continue. Voilà. Et donc, les études, alors en termes de neurofeedback, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus qui parlent de neurofeedback qui améliore alors autant la mémoire épisodique et sémantique, comme on avait parlé, aussi la mémoire de travail. Et là, alors il y en a une récente qui parlait de la photobiomodulation que nous, on utilise aussi. Ah oui, super. En lien avec justement tout ce qui est démence, Alzheimer et Parkinson ici dans ce cas-là. Donc, on va en parler après, mais c'est vrai que c'est alors un type de stimulation que nous, on utilise pendant les séances de neurofeedback et qui montre vraiment des très, très bons effets sur les clients qu'on a eus. On a eu vraiment des chouettes effets avant-après. Donc, ça commence à bouger. Alors, c'est vrai que dans les études, c'est pas encore, parce que ça dépend toujours des protocoles utilisés et des méthodes, c'est pas encore ce qu'on voit le plus. La recherche, c'est long. C'est Exactement. long, ça demande des sous, c'est protocolaire, c'est voilà, c'est très très long. Exactement. Mais Mais voilà, ça permet de montrer par A plus B les effets. ouais, sur la recherche actuellement, du coup. Je te repasse la main, Ok. Mélanie, en tout cas. Eh ben, c'est parti. Merci Lou. C'était très bien, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui ont des questions par rapport à toutes ces connaissances de mémoire? Voilà, n'hésitez pas. Lou pourra y répondre. Moi, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de qu'est-ce que nous on fait quand on regarde le cerveau, comment on voit les problèmes de mémoire, comment on peut les améliorer. Voilà, là, je vais passer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire pour la mémoire qui dépend de la santé du cerveau. Donc, l'hygiène de vie dont Lou a parlé, très importante, étape numéro 1. Là, on vous a marqué le nom d'un complément qui est très très important, qui s'appelle le Xenix Gold. En termes de qualité d'oméga 3 pour le cerveau, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Il est pas donné, c'est 60 € la boîte. Ça se trouve en pharmacie physique ou en ligne, pharmacie en ligne. Alors bien évidemment, à toujours vérifier avec votre médecin, etc. C'est un complément alimentaire, donc c'est une vitamine qui peut s'acheter comme ça sans ordonnance, bien évidemment. Mais voilà, c'est un complexe oméga 3, Q10, EPA, DHA. Il me semble qu'il y a aussi le complexe de vitamine B et ils ont rajouté, je ne sais plus si c'est du zinc ou du... Il y a une autre chose qu'ils ont rajouté dans la dernière version, j'ai oublié le nom, maintenant il m'échappe de la molécule. Mais il est vraiment, vraiment très puissant. Moi, je sens la différence quand je fais une cure avec. Ouais, moi aussi. Pour votre petite information, moi, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, le TDAH. Je l'ai découvert l'année dernière et j'ai jamais utilisé de médicaments genre Ritaline, tout ça. Et malgré ça, j'ai fait du neurofeedback et je prends de temps en temps, quand j'ai une période difficile, le Xenix Gold. Mon cerveau, avec ça, c'est une machine de guerre. Je suis capable de me concentrer 5 heures d'affilée sans aucun problème, même pour des tâches qui sont pénibles, ce qui normalement est très difficile pour un TDAH. Mais ouais, il est vraiment bien. Ça remet correctement la myéline autour des neurones, etc. C'est vraiment pas mal. Donc renseignez-vous à ce niveau-là. Et voilà, vérifiez vos taux de magnésium, zinc, vitamine D, toutes ces choses-là. C'est important. Ça change vraiment la donne parce que des fois, vos problèmes de mémoire viennent de ces carences-là. On en parlait aussi, voilà, les nouveaux apprentissages, stimulez-vous, sortez, voyez des choses, testez des choses, apprenez des choses. On a accès aujourd'hui avec Internet, bon, d'accord, il peut y avoir plein de bêtises sur Internet, mais ça a quand même ouvert la porte à des connaissances, des vidéos, des podcasts. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on peut en tirer du bon de ces appareils-là et apprendre plein de choses instructives et voilà. Et il y a nous,
où on peut faire des choses pour votre mémoire aussi. Donc, vous nous trouverez parfois sous le nom neurofeedback, neurothérapie, neurotechnologie. En fait, il y a plusieurs noms parce qu'il existe aussi plein de types de neurofeedback différents. Donc, nous, on va vous présenter celui que nous, on pratique et comment il marche. Peut-être que dans d'autres pratiques de neurofeedback, vous verrez d'autres fonctionnements et c'est normal. Voilà, il existe plusieurs types. Il y en a plein des très bien qui ont chacun des plus et des moins, des avantages et des inconvénients. Il y en a d'autres où, bon, soyez vigilants, méfiez-vous. Il y a aussi malheureusement des types de neurofeedback qui sont à mettre plus à la poubelle et qui n'ont jamais montré aucune preuve scientifique, mais qui ont la cote souvent, malheureusement. Donc voilà, assurez-vous aussi que c'est pas fait par n'importe qui ou n'importe comment. Prenez-vous le temps de vous renseigner avant, posez des questions, cherchez un petit peu, voilà, soyez curieux. Il n'y a pas de mal à ça. Alors, voilà, pourquoi le cerveau? Ben, le truc, c'est que dans la santé, de manière générale, mentale, on ne regarde jamais le cerveau. On essaye de traiter quelque chose qui ne va pas sans regarder la source. Ça, c'est quand même quelque chose qui me surprend toujours autant. Vous avez du stress? Boum, que ce soit stress, dépression, trouble de l'attention, on ne regarde jamais le cerveau. On ne regarde jamais qu'est-ce qu'il a à nous dire et pourtant, c'est quand même le maître de tout ce qu'il y a en dessous. C'est lui qui gère tout, qui réagit à tout, qui refait tout. C'est lui qui a toutes les réponses aux problèmes et toutes les solutions en même temps. Donc voilà, il faut le regarder, il faut l'écouter. Il a beaucoup, 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 beaucoup de choses à raconter, peu importe les soucis. Donc voilà, nous, on lui donne la parole grâce à quoi? Ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Alors, il y en a peut-être qui sont à l'aise avec cette idée, qui en ont peut-être déjà fait pour des examens, etc., chez le neurologue ou pour d'autres choses, de certains diagnostics aussi. Parfois, il faut faire un EEG ou dans le cas de l'épilepsie, etc. Donc, un électroencéphalogramme, c'est quoi? C'est ce genre d'enregistrement que vous voyez ici en bas à droite. Et la jolie photo avec le bonnet, c'est un exemple d'un client chez nous avec le bonnet qui mesure les ondes du cerveau. Ici, nous, on en utilise 19, c'est pour ça que ça s'appelle un 19 canaux. Voilà, chaque éponge, chaque électrode a sa place très spécifique, doit être placée d'une certaine manière pour mesurer un certain endroit du cerveau. Et voilà les images qu'on obtient du coup d'un électroencéphalogramme. Ça ressemble à ça quand votre cerveau fonctionne, c'est de l'activité électrique. Il y a bien sûr toute une partie biochimique d'échange de neurotransmetteurs, etc., entre les neurones. Ça, c'est une autre étape. Là, on va se focaliser sur la partie électrique. Donc voilà, ça permet d'observer l'activité. Alors, on ne voit pas les lésions comme sur l'IRM, mais on peut quand même voir s'il y a eu des lésions, parce qu'une lésion, ça va forcément impacter l'activité électrique du cerveau. Donc voilà. Mais ça ne permet pas de voir comme un IRM si vous avez un trou dans la tête, une tumeur, ou voilà, ce genre de choses. Ça ne donne pas des images comme ça. Et aussi, ça ne permet pas le diagnostic. Hein. À part l'épilepsie chez un neurologue qui peut voir des choses, rien n'est reconnu, diagnostiqué avec un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, il permet plutôt souvent d'enlever des causes de quelque chose. Voilà, de vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là et que votre problème ne vient pas déjà de l'activité électrique du cerveau. Alors parfois, ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcément d'épilepsie, mais on peut avoir des décharges épileptoformes. Ça ressemble à ça, vous voyez les pics qui montent et qui descendent au même endroit. C'est des neurones qui déchargent, donc c'est ce qu'on appelle une décharge épileptoforme dans un cerveau. On le voit, ça ne nécessite pas d'analyse, c'est-à-dire le tracé fait les petits pics comme vous voyez, pouf, et puis il y a une décharge. Et voilà, ça arrive quand même chez beaucoup de cerveaux. Voilà, dès qu'il y a un peu de stress, d'irritabilité, de manque de sommeil, voilà, il y a des petits trucs qui choquent comme ça un petit peu, sans que ce soit de l'épilepsie qui nécessite un traitement. Et d'ailleurs, la personne ne sent rien. Nous, on le voit sur l'électroencéphalogramme, mais la personne ne le sent absolument Oui, pas. on ne le sent pas. On ne le sent pas quand ça se passe. C'est pas comme une crise d'épilepsie, Voilà. effectivement. Mais voilà, ça peut être des petits signes d'irritabilité de l'électroencéphalogramme. Alors nous, ce qu'on pratique, c'est un type d'électroencéphalogramme un petit peu différent. Ça s'appelle le QEEG, électroencéphalogramme quantitatif. C'est exactement la même mesure avec ce bonnet d'électrode, mais en fait, au lieu de simplement regarder le tracé, comme vous avez vu ici sur l'image brute, on va, de ce tracé-là, faire des analyses physiques, mathématiques qui vont quantifier des données.
Cette quantification, ça donne une représentation avec des graphiques, des chiffres, des données, etc., qui nous permettent de faire des comparaisons à la norme pour savoir si vous avez des dérégulations. On veut savoir est-ce que votre cerveau fonctionne bien ou est-ce qu'il a trop d'activité par rapport à ce qu'il devrait ou pas assez. Et cette norme, elle est définie très souvent dans beaucoup de domaines de la santé par ce qu'on appelle la courbe de Gauss en bas à droite. C'est quoi cette courbe? En fait, c'est la courbe de distribution de la population autour de la moyenne. Je vous donne un exemple avec la taille. La taille est aussi normée dans les populations par la courbe de Gauss. La plupart des gens ont une taille normale. Autour, je pense que la moyenne doit être dans les 1m60, 1m70, quelque chose comme ça, ça doit être ça, j'ai plus revérifié, mais voilà, c'est une taille normale. Mais tous les humains sur Terre ne font pas 1m65. Il y a une variabilité naturelle entre les individus qui vont un peu plus ou moins que cette taille sans que ce soit des extrêmes. Ça, c'est le plus gros en bleu foncé et un petit peu plus clair, les 95,44% de la population. Voilà. Et après, vous avez de très faibles pourcentages de 14, là c'est marqué, de gens tout à gauche qui sont de la courbe, qui ont des problèmes qui ont mené à une très petite taille, du nanisme par exemple, ou alors sur la courbe tout à droite, 2%,14, de personnes qui vont avoir une très grande taille et atteindre 2 mètres ou plus. Voilà, ça c'est des extrêmes, c'est des exceptions. Le cerveau, c'est pareil. Il y a une norme dans laquelle on sait, une moyenne, autour de cette moyenne, on sait que ça, ce type d'activité-là électrique, c'est OK. C'est le cerveau. Par contre, dans ces extrêmes supérieurs ou inférieurs, là, alors, ça veut dire qu'il y a un souci. Et souci dit problème dans la régulation des ondes. Il y en a trop ou il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer. Il existe plusieurs types d'ondes cérébrales dans le cerveau. Il n'y en a aucune qui est meilleure ou moins bonne que l'autre. Elles ont toutes des rôles différents. Vous avez déjà les ondes très très lentes qui s'appellent les ondes delta, qui servent lors du sommeil profond. Donc elles ressemblent à ces grosses bosses là, c'est des choses très lentes, très douces, très rondes qu'on peut voir sur le EEG. Donc si vous êtes endormi, c'est que vous êtes en sommeil profond lorsqu'on voit ces ondes, donc c'est très bien. Voilà, s'il n'y en a pas assez ou s'il y en a trop, on peut voir ces choses-là. Par exemple, ici, vous avez une tête d'un cerveau, comme si c'était regardé de au-dessus, avec le nez en haut et les deux oreilles sur les côtés. Ce sont ces codes couleurs qui sont indicateurs de cette norme. Blanc, ça veut dire « OK, c'est dans la norme ». Quand c'est dans les bleus, du clair jusqu'au très foncé, ça veut dire que plus c'est foncé, bleu foncé, plus c'est une carence. Il n'y a pas assez d'ondes, il n'y a pas assez d'activité. Par contre, dans l'autre extrême à gauche, si vous allez dans les couleurs du vert jusqu'au rouge, là, c'est qu'il y en a trop. Alors, à gauche, ici, on a trop de 1 Hz, du delta. Au niveau de... Quand même, ça noie bien le cerveau. Hein, vous voyez, il y a très peu de blanc. Donc, il y en a quand même de trop dans presque tout le cerveau, avec un taux beaucoup plus élevé autour d'une seule électrode, le point blanc en bas à gauche. Ça, c'est les aires du langage. C'est une personne qui a eu un AIT, donc c'est comme un AVC, mais ultra localisé, c'est moins dangereux. Et il l'a eu à ce niveau-là, et ça lui a fait des soucis pour le langage, pour trouver ses mots, parler, etc. Donc, on le voit sur le EEG. Et à droite, vous avez quelqu'un, par contre, qui manque de delta. Ça, c'est quelqu'un qui dort extrêmement mal, qui a de l'insomnie, qui n'arrive pas à dormir et à récupérer. Ensuite, dans les ondes toujours lentes, mais un petit peu plus rapides que delta, vous avez les ondes θ. Elles servent vraiment pour tout ce qui est endormissement. Lorsqu'on tombe dans le sommeil, c'est la transition entre l'état de veille et l'état de sommeil. C'est moins des bosses, ça commence à dessiner un peu plus des pics, vous voyez en haut à droite. Ça a une autre architecture. Donc pareil, elles servent super bien pour l'endormissement et les rêves, mais si vous les avez dérégulées, c'est vachement moins sympa. Si vous manquez de θ, c'est des difficultés d'endormissement qui vous attendent. C'est un cerveau qui manque de ralenti pour se reposer. Ça tourne le petit hamster dans la tête. Beaucoup de choses qui se passent en tête. On n'arrive pas à s'endormir, on est fatigué. Mais par contre, si vous en avez trop, surtout ici au niveau central, ça c'est un exemple typique de quelqu'un qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité en plus. Ça, par exemple, c'est même pas le cerveau de François, parce que François, lui, il a un excès de θ comme ça aussi en centrale, parce que François, notre cher François, est aussi un TDAH comme moi.
Il existe plusieurs profils de TDAH au niveau de l'EEG, ça existe aussi. Vous verrez, si vous regardez la conférence sur le trouble de l'attention, on parle des différents types de profils. Moi, par exemple, c'est pas le cas, j'ai pas trop de θ en centrale. Voilà, ça c'est un exemple très typique d'un enfant qui a trop d'ondes θ au niveau surtout central, mais dans tout le cerveau. Donc l'attention, concentration, à la poubelle, ça marche pas. Un cerveau qui est trop ralenti, ça ne peut pas marcher, il n'arrive pas à se concentrer. Ensuite, vous avez les super ondes alpha. Elles sont belles. Elles sont, ouais, c'est des beaux, ça fait des belles bosses, légèrement arrondies. Elles sont c'est les plus faciles, les plus reconnaissables sur le EEG. Sont très intéressantes. Elles servent à plein de choses, notamment tout ce qui est la relaxation, détente, voilà. Si vous méditez, vous produisez des ondes alpha. Si vous buvez un verre d'alcool, ça fait produire des ondes alpha dans le cerveau aussi. C'est pour ça qu'après un verre, on peut être relaxé. Si vous supportez bien l'alcool, il y a d'autres que ça peut rendre un peu vaseux, mais la plupart du temps, ça fait des ondes alpha. Par contre, là où ça devient un petit peu compliqué, c'est quand on n'en a pas assez. C'est souvent quand on a de l'anxiété, on n'a pas assez d'ondes alpha pour se relaxer, on a du mal à être dans l'instant présent. On est toujours soit dans les ondes lentes, delta, θ, un peu endormi, du mal à se concentrer, ou alors dans les ondes très rapides, mais on n'est jamais au juste milieu. Et si vous en avez trop, ici vous avez un exemple d'une personne dépressive, elle a trop d'ondes alpha localisées au niveau frontal gauche. Voilà, le cerveau dans le brouillard, beaucoup d'idées négatives, etc. Ça peut être un exemple. Alors, ah oui, Lou, tu avais rajouté quelque chose sur les ondes mu. Est-ce que tu voulais en parler? C'est un onde un peu particulier. Oui, qui se situe en fait au centre du cerveau, en fait, sur la bande sensorimotrice. Et en fait, c'est pas forcément très important, mais c'est vrai que c'est des ondes qui ont une forme particulière de petits des M. M. Ouais. Et qu'on observe en général sur un cerveau sain quand une personne est en train de regarder, par exemple, une action qui se passe et qui en général s'arrête quand on demande à la personne de bouger. Après, on les voit en surplus en général chez les personnes qui ont de l'autisme ou bien aussi chez les personnes traumatisées suite à un stress post-traumatique, par exemple. Ouais, le cerveau est surréactif aux scènes. Parfois aussi quand il y a des maux de tête. Oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Plus rare, mais ça nous est déjà arrivé de le voir. Ouais. C'est un Voilà. peu moins classique comme type de profil, mais voilà. Sachez que dans le cerveau, rien n'est Ouais, fixe. C'est pas parce que des TDAH ont du θ en centrale que tout le monde va l'avoir. C'est là aussi où ça montre la diversité de l'humain. Et ça explique aussi pourquoi certains types de traitements, que ce soit de la thérapie, que ce soit des médicaments, que ce soit, je sais pas, autre chose, ça va marcher chez certains et pas d'autres. Parce que peut-être certains ont le profil pour que ça fonctionne et tout au vert et d'autres non. Et c'est là où c'est très important de personnaliser dans la santé. Si vous voulez que quelque chose marche, il faut toujours mesurer avant pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Comment vous voulez savoir quoi faire si vous ne savez même pas d'où vous partez au niveau de l'état? Voilà, ça c'est très très important. et Ensuite, juste Lou, je te laisse peut-être parler de tes ondes SMR aussi. juste une parenthèse avant d'en parler. J'ai bien lu la question par rapport au trou de mémoire de votre fille. Justement, que faire? On en parle juste dans quelques slides, si ça vous gêne pas d'attendre un petit peu. Mélanie va y venir dans pas longtemps de ce que nous, on propose de faire, en tout cas par rapport à ça. Ouais, Ça bonne me idée. fait juste confirmer qu'on avait bien lu la question. Par rapport aux ondes SMR, c'est les ondes, par exemple, du chat quand il est en train d'observer la souris juste avant de bondir dessus. Mais en fait, il est prêt à l'action, il se prépare, il est concentré. C'est des ondes qui sont plutôt pas mal générées par le cortex. On les observe en surplus. Attends, je vais juste mettre la diapo. En général, c'est plutôt un système de compensation du cerveau. Alors, ça, on sait, c'est pas toujours ce qu'il essaye de compenser, mais parfois quand il y a un manque d'ondes lentes, il va se mettre dans cet état de compensation pour essayer de maintenir un fonctionnement qui tienne la route quand même. En fait, nous, quand on arrive à voir, voilà, quand elles sont en trop, que le cerveau, il est en train de lutter et d'essayer de fonctionner quand même.
Quand quand elles manquent un petit peu, c'est plus un manque de ressources, d'énergie, de ressources cognitives. Ouais, hein, ça peut ressembler à un épuisement. On va voir aussi avec les ondes bêta après, ça peut ressembler à tout ce qui est burn-out aussi. Donc voilà, mais c'était juste pour montrer ces petites ondes du chat qui sont Voilà. un entre deux. C'est un peu, ça peut être un peu confus pour les gens parce que c'est un type d'onde spécifique qui est entre deux ondes connues, les ondes alpha et les ondes bêta. Voilà, les ondes alpha sont très coquines et peuvent bouger sur le EG et se cacher derrière d'autres ondes. C'est là où la formation et l'expérience, l'expertise rentrent en compte pour nous pour le trouver. Donc pour vous, ça peut vous paraître un peu confus, mais nous, on s'est différencié des ondes alpha, des ondes SMR, des ondes bêta, même si au niveau des fréquences des hertz, ça peut se chevaucher. Voilà, ça s'apprend. Ensuite, dans les ondes rapides, là, ce sont les ondes qui servent vraiment lorsqu'on est actif dans la cognition, en train de faire quelque chose. Donc, j'espère que vous êtes tous en onde bêta en ce moment. Moi, je le suis. Peut-être même high bêta. Faudrait que voilà, je descende d'un niveau. Mais voilà, j'ai de l'énergie, donc on en profite. C'est cool. Donc voilà, j'espère qu'on est tous en bêta en train de réfléchir, de penser cognitivement. Alors elles sont bien, mais pareil, encore une fois, si elles sont dérégulées, c'est moins sympa. Si on en manque, c'est souvent un cerveau qui va manquer d'énergie, qui va avoir du mal justement à utiliser ses fonctions cognitives pour faire des tâches, pour travailler, pour apprendre à l'école, peu importe l'âge qu'on a. Si vous avez des difficultés au travail ou si votre enfant a des difficultés à l'école pour toutes ces choses-là, d'apprentissage, formation, connaissance, avancer sur des tâches, des devoirs et des choses comme ça peut être à cause de ça. Et si vous en avez trop, là par contre, ça commence à rentrer dans tout ce qui est état d'anxiété. C'est une suractivation qui est non nécessaire et qui consomme beaucoup trop d'énergie, qui vous gâche, qui gaspille de l'énergie. Voilà, ça peut faire beaucoup de rumination, de pensées. Voilà, quand on a un cerveau, on a l'impression que ça carbure et que c'est hyper bruyant dedans. C'est souvent les ondes bêta. On voit aussi également l'inflammation pour des personnes qui sont intolérantes au gluten mais qui ne le savent pas, ou des gens qui mangent beaucoup de sucre, boivent beaucoup de coca. On voit aussi, ça met tout le cerveau en rouge à ce moment-là. Ce n'est pas des choses aussi fixes que celle-ci, mais voilà, un cerveau qui est inondé complètement, où il n'y a plus de blanc, là, nous, on a tout de suite, bing, ok, il doit y avoir une inflammation dans le corps, il faut qu'on trouve ce que c'est. Donc voilà, après, vous avez encore les ondes high bêta qui sont encore plus rapides. Alors celles-là, elles peuvent sur le EG se voir aussi par ce qu'on appelle des artefacts musculaires. Si quelqu'un serre un peu les mâchoires ou quoi, ça fait aussi des ondes high bêta. Mais lorsqu'il n'y a pas de mouvement, ça arrive chez beaucoup de nos clients qu'il y en ait trop. Donc ça, c'est un peu, elle ressemble aux ondes bêta. Si on en manque, ça peut être l'état post-anxiété. Si quelqu'un a été 6 mois, 1 an, 4 ans en anxiété et que d'un coup ça part, boum, on voit en fait l'épuisement du système lorsque toute l'énergie a été surconsommée pendant des mois, voire des années. Quand on enlève ça, derrière, il y a énormément de fatigue à récupérer. Voilà, vraiment de l'épuisement. Et quand il y en a trop, là, on est vraiment très proche de tout ce qui va être système nerveux en état d'hypervigilance, à l'affût de son environnement, qui sursaute au moindre bruit, qui arrive pas à filtrer l'environnement. Voilà, ça c'est vraiment un système en état d'alerte. C'est l'anxiété x10, quoi. Souvent attaque de panique et toutes ces choses-là, crise d'angoisse, voilà. Et si vous avez ça en trop dans les high bêta, je peux vous garantir que votre sommeil, il est pas jojo. Ensuite, les dernières qu'on ne parle pas forcément dans le domaine de la santé mentale, et c'est vrai que sur l'électroencéphalogramme, ce n'est pas ce qui est analysé, mais elles existent. Donc, pour votre connaissance personnelle, c'est les ondes gamma. Elles peuvent monter jusqu'à 100 Hz. Donc, vous voyez un petit peu les fréquences dans lesquelles votre corps, votre cerveau peut monter. Voilà, alors ça, je trouvais ça intéressant. Si vous en avez trop, ça peut être lié aux acouphènes. C'est ce que on avait découvert en faisant des recherches, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, suite au stress, ont des acouphènes. Alors les acouphènes, justement, en rapport avec le cerveau, parce que un dysfonctionnement de l'organe oreille en lui-même, du coup, là, non, mais effectivement. Oui, voilà, c'est vraiment quand c'est lié au psychologique, voilà. Exact. Donc voilà. Alors je vois qu'on a déjà passé une première heure, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Cathy, je ne sais pas si ça vous a aidé ma question avec votre question. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a regardé le cerveau, que nous, on a fait le bilan et qu'on obtient ce genre d'image de savoir est-ce que vous avez des carences, est-ce que vous avez des surplus,
on peut avoir une idée aussi de ce qu'on va faire derrière avec le neurofeedback, qui existe depuis plus de 60 ans. D'ailleurs, ça a été découvert grâce à Barry Sterman. L'histoire du neurofeedback est trouvable sur notre site web. D'ailleurs, c'est avec les ondes SMR et le chat que ça a été découvert à l'époque avec Barry Sterman et la NASA en 67. Et ça a été, grâce à cette découverte, ils se sont rendus compte que ça traitait l'épilepsie. Et ça a été le tout premier, la première application du neurofeedback, c'était l'épilepsie à ce moment-là. Voilà. Alors, beaucoup me demandent, mais pourquoi c'est pas la norme du traitement aujourd'hui? Pourquoi les épileptiques ne font pas du neurofeedback pour se soigner? Eh bien, je vous repose exactement la même question, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce qu'en 67, depuis, on aurait pu en aider des gens qui souffrent d'épilepsie et améliorer leur quotidien. Donc, Et on en aide d'ailleurs en séance tous les jours. Oui, on arrive à réduire la fréquence et l'intensité oui, avec les séances de neurofeedback. Et voilà, c'est toute la question, peut-être le problème aussi, mais voilà, bref, petit aparté. Voilà. Donc, pourquoi nous, on parle de neurothérapie? Alors, même si ce n'est pas une thérapie au sens comme si vous allez chez un psy, vous parlez et on dénoue toutes ces choses-là ensemble, on essayait de trouver un terme parce qu'en fait, nous, on ne fait pas que du neurofeedback. On utilise plein d'appareils. Donc, on a essayé de trouver... Peut-être que ce terme va évoluer et qu'on va plutôt vous parler de neurophysiologie, je ne sais pas trop, mais c'est un terme simple pour vous expliquer qu'on fait un ensemble de choses qui vont vous aider. Plusieurs outils. Le premier, c'est le neurofeedback. C'est ce que vous avez vu dans le titre, c'est ce que vous voyez sur notre page, c'est peut-être ce que certains connaissent. Donc, le neurofeedback, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre d'apprendre à votre cerveau de s'autoréguler. Nous, on ne va rien rajouter dans votre cerveau et on ne va pas changer votre personnalité, mais on va montrer un chemin à votre cerveau qu'il doit suivre. Exemple, vous êtes anxieux, si vous ne voulez plus l'être, on va sortir votre cerveau de l'anxiété. On va lui demander, au lieu d'aller vers l'anxiété, on veut que tu ailles vers un fonctionnement dans la norme, sans anxiété, calme, concentré, performant, bon sommeil, à fond, bonnes émotions, voilà, une vie bien. Et ben, on va lui montrer la direction et on va le récompenser quand il va aller dans cette direction. Mais c'est lui qui va choisir quelque part de comment y aller. Ça, c'est lui qui sait le faire, pas moi. Moi, je lui montre la direction et je l'encourage. Comment? Donc, on mesure. Vous êtes assis sur la chaise avec le super joli bonnet. On mesure votre activité électrique. Cette activité électrique, comme c'est du QEEG, elle est calculée, mathématique, physique, et ça donne les images des têtes colorées. Ces données-là, chiffrées, elles vont nous permettre d'être mis dans le logiciel face à un feedback. Ce signal qu'on enregistre électrique et va être traduit pour le logiciel comme « c'est bien, c'est pas ce que je veux ». C'est bien, tu sors de l'anxiété. Ah non, là, tu fais de l'anxiété, je veux pas, c'est pas bien. Comment on le fait, ce système positif-négatif de récompense-punition? En fait, c'est ça qui va donner le retour d'information. C'est pour ça que ça s'appelle neurofeedback. C'est un retour qu'on donne au cerveau sur sa propre activité. Là, vous avez l'exemple de quelqu'un qui est très stressé, qui a beaucoup d'ondes bêta à droite, c'est beaucoup rouge. Donc, le retour qui est donné au cerveau, c'est un écran qui s'assombrit. Ça veut dire non. Moi, je ne veux pas que tu fasses de l'anxiété, c'est pas ce que j'attends de toi ici, on n'en a pas besoin. Tu es assis sur une chaise, on est dans le bureau, c'est relax, tu regardes un film, il n'y a pas besoin de s'angoisser devant un film non angoissant. Donc, du coup, je vais lui signifier au cerveau, non, c'est pas ce que je veux. Trouve un autre moyen de fonctionner aujourd'hui. Boum, à gauche, dès qu'il va réduire son anxiété à un niveau que j'ai défini, hop, l'écran va devenir tout de suite très clair pour lui dire « Ok, ouais, c'est ça, vas-y ». Et par cette répétition de clair foncé qui est extrêmement rapide, le cerveau va être motivé, va se rendre compte que tiens, dès que j'enlève l'anxiété dans mon fonctionnement, ça devient clair. Et bah, comme le cerveau, il aime bien ce qui est clean, ce qui est bien, ce qui est clair, il va être encouragé, ça va le motiver à le faire. Donc, il n'y a pas d'effort à fournir. Vous êtes là à regarder un film. Les changements sont tellement rapides de luminosité que vous n'avez pas tous le temps de les capter. Par contre, votre cerveau, lui, il les voit. Hein. Il les voit et il réagit directement à quelques millièmes de seconde. Hein. Ça va très, très vite. Vous, le temps que vous réfléchissiez, il y en a déjà 5 feedbacks qui sont passés. Donc voilà, pas d'effort à fournir, c'est l'avantage de ce type de neurofeedback et c'est pour ça que ça marche aussi très bien avec les enfants. Ils n'ont pas l'impression d'aller chez le docteur ou le psychologue, de devoir faire un effort. Ils sont là,
c'est cool, on va chez Neurofeedback pour regarder un film, donc ça les motive aussi. C'est assez ludique. Voilà, et du coup, ça se passe super bien avec les enfants, c'est super chouette. L'avantage, c'est que votre cerveau, il se corrige tout seul. On lui donne une récompense quand il fait quelque chose qui lui est bénéfique, et donc il va être lui-même motivé à changer. C'est lui qui va fournir l'effort, donc au niveau de l'apprentissage, c'est lui qui apprend. Donc c'est pour ça que ça le rend plus stable dans le temps. Parce que le but, c'est qu'une fois que vous avez fini les séances chez nous, c'est qu'on ne vous revoit plus. Et ça va durer dans le temps. Vous n'aurez pas besoin de revenir régulièrement pour rafraîchir ça. On a très peu de clients qui reviennent, et en général, ils reviennent soit parce qu'ils ont juste envie comme ça de faire l'entretien de leur cerveau une fois de temps en temps, comme ils font celui de la voiture, ou alors ça nous est arrivé cette année d'avoir des jeunes qui reviennent pour 2 séances parce qu'ils ont les gros examens de fin d'études et qui stressent un peu et qui veulent absolument les réussir, et que comme le neurofeedback, ça m'a aidé, eh ben, mettez-moi un coup de pouce avant mes examens. Mais voilà, c'est rare que sinon il y ait des gens qui reviennent pour des choses plus dramatiques. Voilà, ça tient très bien et dans le temps. Voilà, pas besoin de fournir, de faire quelque chose de spécial. En même temps que le neurofeedback, il y a une autre chose qu'on pratique, c'est la neuromodulation. C'est quelque chose qui va servir à donner de l'énergie à votre système nerveux, activer la neuroplasticité dont on parlait. Neuroplasticité, c'est quoi? Ça veut dire que votre cerveau est plastique, votre cerveau peut changer, peut apprendre des nouvelles choses, peut s'améliorer. Et c'est pour ça aussi qu'on peut récupérer lorsqu'on a des accidents, des coups, des choses à la tête qui vont altérer nos compétences. On peut les récupérer. C'est plastique. Le cerveau, s'il y a une zone ici qui meurt, il va se contenter, avec entraînement, de déplacer la fonction à un endroit où il y a de la place pour la reposer. Peut-être qu'elle ne sera pas aussi efficace que la première que vous aviez, peut-être que vous aurez un peu plus de mal, mais en tout cas, elle sera là. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer après des accidents, c'est grâce à cette plasticité. Le cerveau évolue et s'améliore toute sa vie si on le stimule. Donc voilà. Le but aussi de cette neuromodulation, c'est d'aider à réguler les carences. Si vous avez trop d'ondes ou pas assez, on va donner ce qui manque et on va essayer de descendre ce qu'il y a en trop. Ça, c'est une étape qui va donner un coup de pouce à votre cerveau avant le neurofeedback. On le fait entre 10, 15, 20 minutes avant de commencer la séance de neurofeedback. Voilà. On recharge les batteries, on met le cerveau dans un état donné. Hop, on stoppe et après on lui demande de faire le neurofeedback. Ça va vraiment l'aider, ça nous permet de faire des séances plus longues sans que vous fatiguiez trop vite aussi. On a plusieurs modalités de neuromodulation. Il y a la neuromodulation électrique. Donc ça, c'est avec un courant. C'est pas fort, c'est pas douloureux, c'est pas les électrochocs, c'est pas la chaise électrique non plus. C'est très, 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 très faible intensité. On ne sent pratiquement rien. Ça permet d'appliquer une fréquence spécifique sur votre cerveau. Donc là, en haut, on a un cerveau qui est en bêta, qui est un peu stressé. Si j'applique des ondes alpha en dessous avec la stimulation, eh ben, le cerveau va se synchroniser avec ma stimulation. Et donc, pour commencer la séance, votre cerveau va être relax, disponible pour l'entraînement, et il va savoir, OK, je dois faire des ondes alpha. Et donc, un cerveau qui manque d'ondes alpha, ça va l'aider à se motiver à en refaire. Il va en reproduire parce que le but, si vous avez une carence, que votre cerveau ne fait plus son job de produire une onde, de la générer, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il le refasse. C'est son boulot. Donc, on va lui dire, tu as peut-être oublié de produire les ondes alpha. Voilà, je te les montre, tu vois, tu t'en souviens, c'est beau, c'est cool, tu es bien relax. Allez, maintenant, hop, on enlève la stimulation, neurofeedback, maintenant, bosse et refais ton job. Ensuite, on a un autre appareil qu'on utilise, c'est la neurostimulation magnétique. Alors, ce je nomme là sur la tête pour certains protocoles, mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut le mettre partout sur le corps. Il y a plein de protocoles différents en fonction de ce qu'on veut cibler. La plupart du temps, vous l'aurez sur le ventre. Pourquoi? Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le ventre, avant même qu'il y ait tous ces livres et ces études et ces sujets de société qui parlent aujourd'hui du deuxième cerveau. On le savait déjà bien avant, on le disait déjà depuis longtemps. Si vous voulez que votre cerveau aille bien, il faut que vous preniez soin de votre système digestif. Si vous mangez n'importe quoi, on revient encore à l'hygiène de vie, votre cerveau ne peut pas fonctionner correctement. Pareil, le cas de la démence, le cas de la dépression, par exemple, la sérotonine, c'est produit dans les intestins. 90%, ouais, c'est énorme. Votre intestin ne fonctionne plus et que vous êtes en dépression et que vous avez une carence de sérotonine, puisque souvent les médicaments qu'on donne pour la dépression, ce sont des recaptures de la sérotonine. Qu'est-ce que vous voulez que votre antidépresseur y recapture s'il n'y a plus de production à la base? Ça va rien recapturer du tout. Il y aura rien à prendre et à remplir dans le cerveau pour vous enlever la dépression. Ça explique aussi pourquoi chez certaines personnes, ça marche pas.
prenons soin de notre ventre, c'est très très important, il communique beaucoup avec le cerveau, donc voilà, nous on s'en sert surtout pour ça. On a aidé beaucoup de gens avec des intestins irritables, des côlons irritables, des choses comme ça, des problèmes gastriques qui, voilà, très souvent, ça cause des problèmes au cerveau, mais à l'inverse, le fait par exemple d'avoir de l'anxiété, ça peut aussi causer des diarrhées, des constipations, des douleurs, des ulcères, etc. Donc voilà, on peut aider sur ça. Ensuite, ce dont parlait Lou, c'est la photobiomodulation. Donc ça, il existe plusieurs appareils, on vous a mis des images différentes. Le but, alors la photobiomodulation, celui que vous voyez à gauche, c'est un dispositif qui est très performant pour tout ce qui est démence. C'est quelque chose que voilà, on recommande en général quand on a des clients qui viennent avec des soucis de démence, à utiliser, à acheter et à utiliser tous les jours le plus vite possible. D'ailleurs, lorsque peut-être que vous ne regarderez pas, mais nous sommes dans des groupes de la santé, du neurofeedback, de toutes ces choses dans divers endroits du monde. Et avant que ce genre d'appareil n'existe, les gens qui souffraient de Parkinson se traitaient grâce à la lumière infrarouge pour tout ce qui est tremblement. Donc à l'époque, comment ils faisaient? Ils prenaient un seau de jardin chez Brico, et ils collaient dedans des LED infrarouges ou des LED de lumière rouge et ils se mettaient ça sur la tête. Voilà, avant que des appareils plus performants, plus précis, où on peut changer la longueur d'onde, où on peut mettre certaines fréquences, etc., n'existent aujourd'hui. Voilà, c'était à l'ancienne, mais ça a fait de très très bons, il y a de très très bons effets. C'est vraiment une cure de jouvence pour le cerveau. Moi, j'ai souffert du Covid en mars. Ça a été une sale semaine. Et j'avais un appareil comme ça à la maison, ça m'a beaucoup aidé parce que ça aide la réparation des cellules, la production d'énergie, ce qu'on appelle l'ATP, qui est l'énergie même de la cellule. Ça élimine tout ce qui est inflammatoire. S'il y a des déchets organiques qui traînent ou des inflammations, voilà, ça va enlever toutes ces choses-là. Donc, c'est très, 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 très performant. Et je sentais la différence après 20 minutes de ces choses-là sur ma tête, comment j'arrivais à gagner 2 heures sur ma journée de tête claire, de sortir de la migraine et de la fièvre. Donc, c'est très, 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 très performant. Et ensuite, on a aussi quelque chose qu'on peut vous faire à la maison, en plus des séances de neurofeedback. Si on voit que c'est quelque chose qui vous bénéficie, c'est quelque chose qu'on vous mettra en place. C'est une thérapie. On va appeler ça une stimulation sonore. En fait, ce sont des filtres qui vont permettre de réguler via le tympan votre système nerveux déjà en amont du neurofeedback. C'est déjà comment le stimulus ou les choses vont arriver dans votre système sensoriel avant d'être envoyées au cerveau. Très souvent, le tympan va être déformé, va mal analyser l'environnement, ce qui va envoyer des mauvais messages au cerveau qu'il va mal interpréter. Et voilà, là, vous avez la boucle qui est bouclée. On a des résultats absolument impressionnants avec ce protocole-là depuis qu'on l'a couplé au neurofeedback. Moi-même, je l'ai fait. J'ai plus d'acouphènes. J'entends mieux parce que j'avais pas une audition optimale. J'ai mieux aussi. Voilà, une oreille ici un peu abîmée. Je dors beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'avais encore eu quelque chose, je me rappelle plus. Ah oui, je ne sursaute plus au moindre bruit. Souvent dans la rue, je devais me boucher les oreilles s'il y avait un pompier, police, bruit de travaux. Même chez moi, si je voulais visser une vis, je me mettais les écouteurs parce que je sais pas pourquoi le bruit de la visseuse, même pas fort, ça m'était insupportable. Et ben, c'est plus le cas. Mon système nerveux n'est plus. Ça veut pas dire qu'il est coupé de l'environnement, c'est juste qu'il est moins irrité. Il est plus aussi sensible parce que bon, une visseuse, ça devrait pas. Marteau-piqueur, oui, personne ne supporte, mais une visseuse, ça devrait pas vous crier, siffler dans l'oreille à ce point-là. On a eu aussi énormément dernièrement de bons résultats avec de l'autisme. On a une femme qui est venue avec sa fille de 5 ans qui est autiste non-verbal. Ils ont fait, alors comme ils viennent de loin, ils ont fait de l'intensif, le neurofeedback. Ils ont fait 10 séances sur une semaine, ça veut dire 2 séances par jour, une le matin, une le soir, plus le safe and sound à la maison. Et bien sa fille s'est mise à répéter des mots. Même pas 15 jours plus tard du traitement, répéter des mots, regarder dans les yeux, augmentation de l'apprentissage. Les professeurs ont dit qu'elle a évolué entre quand elle était partie et quand elle est revenue. Et on est super content. Je ne sais pas si la maman est là, mais en tout cas, si elle est là, voilà, on est super content pour ça que sa fille commence le langage à 5 ans grâce à ça. Voilà, la théorie polyvagale, c'est un sujet où plus de professionnels devraient s'intéresser. C'est impressionnant. C'est le nerf ici que vous voyez en jaune sur l'image. Il est extrêmement long et il joue dans extrêmement de processus. Très, très long.
C'est le nerf crânien le plus long du corps et il va du cerveau jusqu'au côlon et il est en lien avec tous les organes importants. En fait, il régule autant la respiration, le cœur, les intestins. Et donc, c'est pour ça que plus il est régulé, plus tous ces organes aussi fonctionneront bien. Donc, il a un rôle extrêmement important. Voilà, donc ça, c'est très important. On arrive bientôt à la fin. Merci d'être encore là. Ça va, on est presque à 1h30. On a été assez efficace. J'espère que vous n'êtes pas encore endormis. Ouais, j'espère qu'on vous assomme pas. Voilà. Et encore, dites-vous que dans les webinars, on se coupe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas, malgré que c'est des sujets qui nous passionnent et on pourrait passer. De chaque webinar, on pourrait en faire presque 10 à 20 heures de vidéo. Tellement il y a de choses à dire, de choses qu'on connaît, qu'on voit, qu'on a expérimenté. Mais voilà, on espère un jour faire une école de ça. Donc voilà, ça, c'est des livres qu'on vous recommande si ces sujets vous intéressent. C'est la mémoire à différents niveaux par rapport au trauma, aux démences ou pour des choses plus classiques. C'est des super livres, très abordables avec des données scientifiques et des choses intéressantes dedans. Donc voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Ils existent en plusieurs langues aussi, selon la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Après, il faut savoir qu'il faut quand même être à l'aise en anglais dans ce genre de domaine. Si vous faites des recherches d'études en français, vous trouverez quasiment rien et elles sont souvent très mal faites et très en retard sur les connaissances à ce sujet-là. Faites toujours vos recherches en anglais, quitte à utiliser des traducteurs comme DeepL ou ce genre de choses. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mémoire? Donc ça, c'est une liste non exhaustive des choses que le neurofeedback peut faire. Là, c'est vraiment spécifique à la mémoire. On agit sur plein de processus. On améliore les capacités d'attention, de focus, de concentration, la vigilance. On améliore votre sommeil. Donc, si vous dormez mieux, votre cerveau est mieux rechargé. Vous avez plus d'énergie la journée. Donc, qui dit plus d'énergie la journée dit j'arrive mieux à concentrer, j'arrive mieux à mémoriser, l'école est plus facile, le travail est plus facile. Vous avez aussi la mémoire qui se consolide mieux la nuit, la tête plus légère, pas de brouillard cérébral, meilleure gestion émotionnelle. Donc, c'est des zones qui ne vont pas venir court-circuiter vos processus de mémoire avec les zones limbiques et l'hippocampe. Amélioration des fonctions exécutives aussi, extrêmement importante. Les régions frontales, ça arrive chez plein de nos clients que leur zone frontale ne soit plus correctement connectée avec le reste du cerveau. Donc, il y a une mauvaise communication. Pourtant, le lobe frontal, c'est l'un des derniers qui se développe dans notre cerveau. Jusqu'à 30 ans, il peut mettre. Mais il est extrêmement important parce que quasiment tout passe par là. C'est aussi le vérificateur. C'est lui qui dit blanc, noir, oui, non, OK, on fait ça. Voilà, très, très important. Il planifie, il organise, il voit si c'est important ou pas. Voilà, il faut qu'il soit bien régulé. Meilleure vitesse de traitement aussi. C'est vrai que souvent les gens nous disent je suis plus comme ça, j'ai pas besoin de temps pour comprendre, je suis mieux les conversations, je suis plus présente, voilà. Et plein d'autres choses, voilà, motivation, etc. Mais la liste, elle est très longue. Il vous suffit de nous demander si on peut améliorer ça aussi et on vous le dira tout de suite si ça marche, si ça vaut le coup ou pas. Là où on n'est pas bon, sachez que c'est la douleur chronique. Voilà. Les douleurs passagères, alors à part les migraines, où là, on a des très bons taux de résultats. Quand c'est des douleurs chroniques, genre fibromyalgie, tout ça, on n'est pas bon. Il existe des types de stimulation spécifiques dues à ça, mais je pense qu'en Europe, pas sûr que vous en trouviez. Mais voilà, sinon, pour les migraines et tout le reste, on est très bon. Alors, qu'est-ce qui fait que le neurofeedback, ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Parce qu'il faut savoir que même si le neurofeedback peut aider dans plein de choses, c'est pas non plus magique, c'est scientifique. Il y a des choses, il y a des prérequis à respecter comme dans tout traitement. Voilà. Si vous prenez pas votre vitamine D, votre taux de vitamine D, il va pas augmenter par magie. Voilà, ça par exemple, c'est une condition. Pour le neurofeedback, il y en a aussi. La raison numéro 1 de pourquoi ça ne marche pas chez nous, là, ce qui peut mettre en échec partiel, je dis bien partiel parce que le cerveau s'améliore quand même, c'est ce qu'on appelle la non-compliancy. On n'a pas trouvé de terme en français, mais c'est quand on a des gens où ils ne viennent pas à l'heure au rendez-vous, toujours en retard, ils ne respectent pas les consignes qu'on leur a demandé de respecter dès le début lorsqu'ils s'engagent. On va devoir leur demander 5000 fois de nous ramener le contrat de début de neurothérapie. Oui, ça, c'est le contrat, ça veut dire ils ont lu toutes les consignes, qu'est-ce que je dois faire, pas faire.
remplir les objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux, voilà, qui boivent pas d'eau alors qu'on leur a dit, qui viennent sans avoir mangé ou après avoir bu de l'alcool alors que c'est interdit. Voilà, c'est des gens qui vont pas s'impliquer à 100%. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne voulez pas vous impliquer, alors ne venez pas. Parce que ça va être pénible pour vous, ça va être difficile et c'est un peu dommage pour le prix aussi, hein, en toute honnêteté, de mettre ce prix-là si vous n'avez pas envie de vous engager. Voilà, c'est que c'est peut-être pas le moment, c'est que vous avez besoin d'autre chose. C'est pas un jugement, mais alors peut-être essayer autre chose. Peut-être que c'est pas pour vous, c'est pas le bon timing. C'est voilà, il faut pas essayer non plus de forcer quelqu'un à le faire. Ça défend des gens. Oui, j'aimerais bien que mon père ou mon mari vienne. Non, il faut que ça vienne de vous, que vous ayez une envie de quelque chose, que vous veniez avec une raison. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais voilà, je m'entends dans certaines limites. L'environnement, deuxième raison, voilà, hein, un cerveau pas hydraté, mal nourri, sous sucre, avec plein de choses pas bonnes, eh ben, il va avoir beaucoup plus de mal dans une séance. Soit on va pas pouvoir la faire assez longue, soit le cerveau va peut-être être un peu en bagarre avec nous et pas vouloir trop changer, être un peu moins plastique. Donc voilà, c'est bête parce que la séance peut être plus difficile pour vous. Vous faites des effets secondaires qui ne sont pas obligatoires. Voilà, si vous n'avez pas bien mangé et pas bien bu, vous risquez d'avoir mal à la tête ou d'être fatigué parce que pour le cerveau, même si vous êtes assis à regarder un film, bah, le neurofeedback, c'est une séance de sport. Il doit changer ses connexions, il doit en refaire, il doit augmenter les ondes qui manquent, il doit descendre celles qui... Voilà, et à l'échelle de tout son cerveau, sur tous ses neurones, les aires, etc., ça lui demande de l'effort. Soyez cool avec lui, donnez-lui de l'énergie pour qu'il puisse le faire. Voilà, parce que sinon, ben, sans énergie, on n'a rien. Voilà, trop de médicaments, ça peut être un problème au début parce que ça peut freiner les effets du traitement. Donc, ça arrive que des fois, quand on est des gens avec trop de médicaments, d'abord consulter avec le médecin, voir pour un changement de traitement et après venir pour le neurofeedback, par exemple. Mais voilà, si vous avez besoin de conseils, de recommandations de professionnels, etc., il ne faut pas hésiter à demander. Voilà. Donc, voilà, réduction drastique des sucres, hydratation, faire du sport quand même. Alors, quand on entend sport, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de courir un marathon ou de faire du crossfit. Déjà, simplement juste aller marcher, faire un tour de vélo, voilà, ça peut être... C'est une activité sportive. Même du yoga, c'est une activité sportive. C'est du mouvement. C'est tout. Il faut du mouvement dans le corps. C'est très important, surtout avec les métiers qu'on a où on est assis pendant plusieurs heures. Très, très important. Voilà, faire attention au temps d'écran aussi, le sommeil, voilà, toutes ces choses-là. Alors, il y a des gens qui viennent où le sommeil, ça ne marche pas, ils viennent pour ça, ou alors ils sont trop déprimés pour faire des activités. C'est OK. Vous allez venir, nous, on va aider votre cerveau à récupérer du sommeil, à retrouver de l'énergie et de la motivation. Mais par contre, voilà, le neurofeedback va aider votre cerveau, mais ce n'est pas lui qui va faire que vous prenez l'initiative de mettre des changements dans votre vie. Ne vous attendez pas à vous lever un matin et me dire wow, ça y est, maintenant je vais faire 50 Non, ce n'est pas une révélation, le neurofeedback. Nous, on va mieux le réguler, mais après, ce sera à vous de progressivement vous poser la question, est-ce que je suis prêt à réessayer ça est-ce que, tiens, on avait une cliente qui souffrait d'anxiété au niveau de la route. Elle a fait du neurofeedback, elle n'avait pas encore essayé de rouler. Alors, je lui avais dit, essayez, voyez comment vous vous sentez de prendre le volant dans votre garage, dans votre rue, sur un champ comme vous faisiez à l'époque, voilà, jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à rouler. Du premier coup, elle avait juste pas osé essayer de nouveau. Elle savait pas si elle était prête. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas lu les consignes. On va faire une petite pause. S'il y a des gens qui ont des questions, Lou. Oui. Là, j'avais répondu. Je pense qu'on peut peut-être parler de la question de Cathy. Par rapport au trou de mémoire de sa fille. Je ne sais pas si Cathy... Oui. Vous aviez marqué qu'elle a eu un trou de mémoire de ses 8 ans à 13 ans. Ça veut dire quoi? Qu'elle a oublié des souvenirs de cette période-là? Qu'elle a aucun souvenir de rien du tout? C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Parce qu'en fait, quand il y a un trou de mémoire sur une période donnée comme ça, il y a souvent eu en amont un événement soit psychologique, soit physique. C'est-à-dire quelqu'un qui prend un coup sur la tête et qui a oublié les 6 mois avant. Quelqu'un qui a été, je ne sais pas, souffert d'un gros harcèlement à l'école ou
des fois des abus sexuels. C'est triste d'en parler, mais ça peut toucher les enfants aussi. Quand c'est des trucs traumatiques comme ça peut aussi effacer les souvenirs d'une période. Moi, je me rappelle pas très bien, par exemple, de ma période de lycée. J'ai quelques bribes, pourtant ça a quand même duré plus de 3 ans. Autant j'ai des souvenirs très précis de mes 6-7 ans de scène avec mes parents, etc., de bons souvenirs. Autant le lycée, j'ai des fois ma grand-mère qui me racontait, mais tu te souviens pas, il s'est passé ça, tel membre de la famille, machin. Je la crois quand elle me parle de ça, mais c'est comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un que je connais pas. Je n'ai absolument plus aucun ressenti familier ou souvenir ou odeur ou image ou couleur qui vient. J'ai l'impression qu'elle parle de quelqu'un d'autre. Ça, par exemple, c'est un trou de mémoire d'une certaine période donnée. Et c'est parce que la période du lycée, pour moi, a été extrêmement difficile. Ça a été très traumatisant. Donc, je ne cherche pas personnellement à m'en rappeler. Voilà, mon cerveau a fait en fait son rôle de protection et m'a effacé ça quelque part. C'est toujours là, mais c'est fermé à quadruple tour dans un coffre. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler une amnésie traumatique, juste quand c'est très très fort. Ça existe notamment dans les cas, ils ont fait plein d'études sur plutôt les abus sexuels, parce que c'est là où il y a le plus, mais c'est pas uniquement que sur ça. Vous n'avez pas besoin d'être abusé sexuellement pour avoir un trou de mémoire comme ça sur une période. Moi, c'est pas ce dont j'ai souffert au lycée, et ça n'a pas empêché mon cerveau d'occulter toute cette période-là. Voilà. Parce que si c'est entre ces 8 et ces 13 ans et que c'est pas depuis ces 8 ans, c'est très différent. Si c'est juste une période, voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu plus clair comme ça la question. Je cherche. Corinne qui demandait si le Zénith Gold est bien pour les étudiants en période d'examen. Oui. Ouais, j'avais répondu justement. Ma fille est en master, les examens commencent dans 2 semaines. Bah oui, on est dans la période maintenant. Oui, Ouais, oui, allez-y. Bon. Allez-y, ça agit quand même assez rapidement. Donc, si c'est que dans 2 semaines, si vous le commencez maintenant, ça aura eu à agir. On sentira déjà les effets. Hein. Ouais. Même pas une semaine, moi, je sens la différence. Toi, Lou, je ne sais pas combien de temps, mais... Ah oui, j'ai commencé là, j'ai recommencé parce que j'avais déjà fait une cure l'année dernière et ça fait un bien fou là, ouais, vraiment. Ok. Vous conseillez la prise le matin ou le soir? Je sais que c'est 2 comprimés, mais je ne sais pas si... Le matin, ouais, j'avais répondu le matin avant les repas. Il faut espacer par rapport au repas, ouais. Parfait, merci beaucoup à travers ce webinaire, très riche d'informations. Merci beaucoup Corinne pour le retour. Je suis très rarement sur Facebook. Un chouette retour. Si vous vous êtes inscrit de façon au webinaire, Corinne, on a votre email dans la liste d'inscription. Voilà. Donc, si vous voulez, on vous enverra les emails à cette adresse-là. Voilà. Sinon, vous pouvez nous contacter par email aussi à l'adresse info. Hein. Je ne sais pas si on l'a glissé dedans, mais... Je vais la glisser. Alors, Cathy qui écrit oui, événement subi à la séparation avec son père. Ouais, voilà. Ça c'est typique de quand cet événement a été oublié, si c'est trop dur pour elle. Ouais, voilà, ok, super, merci Cathy pour la réponse. Si vous êtes une machine de guerre, on va aussi essayer. Non, franchement, j'ai essayé plein de compléments et je trouvais jamais vraiment d'effet. Et en plus, ça coûte cher, c'est pas donné toujours ces trucs-là. Mais ouais, le Zénith, ça fait partie de ma trousse à la maison de compléments en cure, en plus de la vitamine D. Et quand j'ai des périodes un peu stressantes, je prends du magnésium aussi. Donc voilà, l'adresse mail si vous voulez nous contacter, ou vous pouvez prendre une téléconsultation sur le site. Voilà, faut pas hésiter. Par contre, j'insiste sur l'état de la téléconsultation. On va faire un petit aparté parce qu'on a trop le cas en ce moment. Et bon, je vais vous dire que ça m'énerve un petit peu quand même. On a des gens qui prennent des téléconsultations, donc ça prend des créneaux. Nous, on se réserve ce temps-là. Pourquoi on se réserve ce temps-là? Parce qu'on a très peu de temps disponible en dehors des rendez-vous clients. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système de téléconsultation. C'est des créneaux qui sont disponibles. Et on a malheureusement, comme c'est gratuit, et donc on a encore trop souvent des gens qui prennent la téléconsultation et qui ne sont pas joignables quand on les appelle. Ne donne pas suite, disent ah oui, j'avais oublié, rappelez-moi une autre fois, j'ai pas le temps. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas disponible, déplacez le rendez-vous, supprimez-le ou contactez-nous par email pour nous dire j'ai un imprévu. Voilà, comme ça, nous, on le sait, on peut vous enlever le rendez-vous, vous pouvez le déplacer. Parce que nous, on se prend ce temps-là et d'un autre côté, ça prend ce temps, c'est un créneau qui n'est plus disponible pour quelqu'un qui aurait eu le temps de pouvoir discuter. Et on a eu trop le cas les 2 dernières semaines, là, c'est un calvaire, les téléconsultations. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. Non, mais plus sérieusement, voilà, prenez-vous ce temps. C'est pas un service gratuit juste comme ça et on rentre, on sort comme on veut. Le temps, c'est précieux chez nous.
et pour vous aussi. Donc, voilà. Vous pouvez déplacer les rendez-vous, vous pouvez avoir un imprévu, c'est la vie. Ça, c'est totalement OK. Ça nous arrive aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en panne dans le train, coincée pendant 4 heures, je ne peux pas téléphoner à une personne. Voilà, on s'arrange. Hein. C'est des aléas de la vie. Voilà. Alors, je vais faire les derniers diapos. J'arrive à la fin. On a été plus long que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, il y avait beaucoup de choses à dire. On voulait juste vous montrer une petite étude de cas. Alors, on va vous montrer plusieurs choses qui changent au terme de neurofeedback. Lorsque quelqu'un fait du neurofeedback, on peut voir plusieurs choses changer, en plus de ce que vous allez expérimenter. Là, vous allez voir ce que nous, on voit. Par exemple, l'électroencéphalogramme brut, avant même de faire les analyses, peut changer avec le neurofeedback et il peut se réguler. Là, vous avez à droite un EEG qui est presque parfait, qui est bien équilibré. Presque toutes les lignes se ressemblent, je dis presque. Voilà, la perfection n'existe pas, le cerveau sans rien n'existe pas, c'est impossible. Mais en tout cas, avec un EEG comme vous avez à droite, c'est beaucoup mieux que celui que vous avez à gauche. À gauche, c'est tension, stress, rumination, anxiété. Il y a même un peu des ondes lentes vers l'arrière qui ralentissent. Donc voilà. Comme François dit, ça ressemble souvent, en fait, le EEG brut ressemble souvent il nous ressemble souvent à l'état extérieur de la personne. Et souvent, c'est celui qui change d'ailleurs le plus vite, je trouve. Hein. Oui, ça se voit même dans une séance, entre quand on vous commence la séance de neurofeedback sur un réseau spécifique et la fin, votre EEG n'est pas le même déjà. Et on voit comment vous sortez de la séance. Donc ça va très très vite. Et on peut le voir en termes des données aussi imagées comme vous avez vu avant. Là, vous retrouvez toutes les ondes de delta A et bêta. Ça, c'est un monsieur, j'ai pris exprès un cas plutôt extrême parce que la plupart du temps, on ne voit pas tout le temps des cerveaux comme ça, mais je me suis dit pour que ça vous parle mieux, c'est plus visuel. Monsieur qui avait de l'épilepsie, des traitements qu'il ne supportait plus, des antécédents d'addiction qu'il avait fait traiter avant de venir chez nous. Donc, il était prêt, il était stable, voilà. Mais forcément, ça a laissé des traces sur son cerveau. Énormément d'ondes lentes. Son cerveau était très abîmé à cause des crises d'épilepsie, des traitements mal dosés et forcément de l'addiction qu'il avait eu aussi. Il avait eu des traumas crâniens, forcément. Quand il fait une crise, on chute. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un très fort surplus de delta et de θ, surtout du côté droit, il avait tapé. Et aussi beaucoup d'ondes alpha, son cerveau était vraiment dans un brouillard et il se plaignait, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à mémoriser, j'arrive plus à me concentrer, je veux retrouver, maintenant que je me suis débarrassée de mes addictions, je veux retrouver une bonne vie. Et ce monsieur était vraiment génial en séance, je ne pense pas qu'il soit ici avec nous ce soir, mais voilà, c'était vraiment super parce qu'on a eu des résultats absolument impressionnants. Ça a été très, très, très rapide chez lui. Je ne m'attendais pas parce que je me suis dit, comme son cerveau est abîmé, en général, quand il y a des choses plutôt épilepsie, AVC, démence, dès que c'est la structure du cerveau qui est changée, ça prend plus de temps. Mais pas chez lui. Pourquoi ? Arrêt des addictions, il avait pris rendez-vous avec une diététicienne, il voulait reprendre le sport. Voilà, il avait mis en place plein de choses, une très bonne base, très saine. Et du coup, ça a marché extrêmement vite. Il était très compliant, à l'heure, motivé, il rendait, il faisait tout ce qu'il fallait quand il fallait. C'était génial. Donc, il n'a pas encore fini son traitement, c'est en cours. On a pratiquement retiré toutes les ondes lentes de son cerveau. Il a encore une petite tristesse en ce moment au niveau de l'alpha frontal gauche parce qu'il a eu des mauvaises nouvelles dans sa famille. Donc, on voit la tristesse. Mais sinon, son cerveau a récupéré beaucoup de puissance. Vous voyez que le bêta, l'I-bêta n'est plus complètement bleu. Donc voilà, il a repris plein de choses dans son quotidien, des choses qui se sont améliorées dans ses relations avec sa femme, avec ses enfants aussi. Il était plus disponible, Wow. C'était vraiment super, super agréable. Voilà. Ça, c'est super chouette. On peut le voir à d'autres niveaux aussi. On vous a mis des exemples, ce qu'on fait passer en fait lors de votre première évaluation et à la dernière évaluation. Ce sont des tests. On peut mesurer vos fonctions cognitives pour voir qu'est-ce qui marche moins bien. Là, vous avez des exemples de résultats de avant, après, chez des gens qui ont fait des tests cognitifs chez nous. Donc, l'un, c'est la mémoire de travail visio-spatiale. L'autre mesure l'attention. Donc, vous voyez que l'un était dans un score plutôt dans la moyenne, au niveau 47%. On retrouve la courbe de Gauss, de nouveau, dont j'ai parlé au début. Et à la fin, il était à 75%.
Donc, vraiment, sur la partie droite de la courbe, il réussissait bien mieux que 75% de la courbe. Il est presque passé dans la catégorie au-dessus de la moyenne au niveau de la performance. Et en dessous, vous avez quelqu'un qui avait des gros soucis d'attention. Elle était très, très faible, en dessous de la moyenne. Il y avait vraiment un problème attentionnel. Et à la fin de ça, il était à 64% dans la moyenne. Voilà, changement très significatif. Il est, voilà, quelques points de plus, c'est pareil, 20% de plus et il était au-dessus de la moyenne. Donc voilà, ça c'est un exemple. Vous en avez un autre ici, mémoire spatiale à court terme, mémoire épisodique, de gens qui ont beaucoup, beaucoup augmenté. Voilà, pareil, sous la moyenne dans la moyenne. Donc voilà, ça, c'est des changements très impressionnants et les gens le sentent. C'est pour ça qu'on le mesure aussi parce que vous le sentez, mais comme ça, nous, on peut le mesurer. On le voit aussi dans des questionnaires. On vous envoie des questionnaires de santé mentale aussi à remplir. Et ça, c'est une partie des questions qui regarde si vous avez des problèmes de sommeil, de l'épuisement, des problèmes d'émotion, des oublis, mauvaise mémoire, concentration, etc. Et là, c'est un monsieur chez qui ça a super bien marché. Il avait vraiment, vraiment des soucis de mémoire, de concentration, de sommeil, etc. Et là, on a fait le bilan la semaine dernière ou cette semaine ? La semaine dernière. Il a dit non, je suis super content, tout va mieux. Voilà, je me suis jamais sentie aussi bien, c'est cool. Donc voilà, ça a bien marché, il a bien montré que ça s'est bien amélioré. Ça, c'est lui qui a rempli, hein, c'est pas nous. Si vous voulez des avis, on a souvent des gens qui nous demandent, oui, mais est-ce que vous avez des retours de gens, comment ça marche ? Vous pouvez les consulter sur Facebook, sur Google, dans la page du business. Il y a plein de sites où vous pouvez regarder ce que les gens mettent, les avis, comment ils ont vécu le neurofeedback. Donc, n'hésitez pas. On a également tout récemment pu publier le témoignage de l'ancien ministre de la Justice, Monsieur Braz, qui a fait vraiment un témoignage très touchant avec sa femme. Je vous laisserai découvrir son histoire et comment on a pu les aider à améliorer leur qualité de vie après son accident. Ça a été super. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour comment ça marche, pour les rendez-vous, etc., je vous remets les étapes très importantes à suivre chez nous. La téléconsultation, pas forcément obligatoire, mais si vous n'êtes pas sûr, si vous pouvez le faire ou dans quelles conditions, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, prenez-en une. Nous, on verra ça avec vous de qu'est-ce qu'il faut faire et comment. Si vous êtes là en mode, OK, moi, j'ai des soucis de mémoire ou des soucis de sommeil et de stress ou quoi que ce soit, je veux faire tout ça. Avant de pouvoir faire le neurofeedback, il faut qu'on mesure. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ou ne peux pas vous stimuler ou vous entraîner sans avoir vu votre cerveau. Vous serez incapable de me dire si vous avez trop de 12 Hz ou pas assez de 45 Hz. C'est la fameuse prise de sang dont on parlait. On ne peut pas vous complémenter, par exemple, si on n'a pas vu avant l'état justement des paramètres dans votre sang. Voilà, donc cette étape, par contre, elle est obligatoire pour nous. On refuse d'entraîner un cerveau qu'on n'a pas mesuré. Moi, je trouve ça beaucoup trop dangereux parce qu'après, on joue un peu à l'apprenti sorcier et on fait des stimulations. Imaginez quelqu'un qui a des décharges épileptoformes, ça ne se sent pas. Mais ça, c'est un signe que si vous faites trop de stimulation lente, c'est pas bon pour ce cerveau. Tout ce qui est type épileptoforme, épileptique, ne doit pas se stimuler sous 10 Hz. Par exemple, voilà, ça, c'est des choses, il nous le faut. Par contre, à l'inverse, le bilan initial ne vous oblige pas à faire le neurofeedback derrière. Vous êtes totalement libre de choix. Mais si vous voulez le faire, c'est obligatoire. Le bilan. Ça se passe en 2 rendez-vous. Un premier où vous venez au bureau, on vous pose plein de questions pour savoir si vous avez des médicaments, des opérations, des vitamines, des choses comme ça. On fait le tour de votre santé. On réalise l'électroencéphalogramme, on vous mesure le cerveau 5 minutes les yeux ouverts, 5 minutes les yeux fermés, et vous recevez l'évaluation cognitive et les questionnaires santé par email à remplir. Une fois qu'on a tout ça, que vous avez rempli vos évaluations, on a le second rendez-vous qui est la restitution des résultats qui va durer jusqu'à maximum 1h30. On va tout vous expliquer. Tout ce qu'on va voir dans votre cerveau, on va vous le montrer et on va le mettre en lien avec ce que vous nous avez dit. Ah bah vous nous avez parlé de ça, on le voit. Ah bah ça explique si, etc., etc., etc. On va mettre tout ensemble. Donc c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. C'est ce rendez-vous-là, cette évaluation initiale qui va nous donner une idée de ce que votre cerveau a besoin, combien de séances approximatives, on fait toujours une moyenne, c'est quelque chose qui peut évoluer, et à quelle fréquence. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir faire plus qu'une séance par semaine. Il y a des gens, on va leur recommander d'en faire 3 par semaine. Il y en a où on va estimer entre 10 et 15 séances. Il y en a où ça va être plutôt 15 et 20, 12. Voilà, ça c'est une discussion qui se fait grâce aux résultats.
Ensuite, on a l'étape, voilà, les séances de neurofeedback. Alors, sachez que peu importe pourquoi vous venez, il faut minimum 10 séances. En dessous de ça, votre cerveau n'a pas fini l'apprentissage. Super important. Pour que ce Il est soit en plein changement et il faut qu'on finisse de le stabiliser. On ne va pas lâcher un cerveau dans la nature instable, donc ne vous lancez pas pour 5 séances. Faites 10 minimum ou faites pas. Voilà. Il n'y a que dans des cas très spécifiques où nous, on recommande d'en faire que 3 ou 5 quand on a des cas au niveau de santé très compliqués. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Et c'est à cette étape-là qu'il y a la signature de contrat entre l'étape de l'évaluation et l'étape où vous commencez. Il nous le faut pour le début et c'est obligé à remplir parce qu'on a besoin de ça pour savoir où est-ce qu'on va avec vous, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif tous les deux ensemble pour travailler. Voilà, on se met d'accord. Et une fois que vous avez fini, on refait le bilan comme la toute première fois, on refait le check-up total, le EEG, les questionnaires et les tests cognitifs. On fait un joli avant-après et on regarde, ok, tout ça, ça a changé. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que les objectifs sont atteints? Oui, ok, super, merci. On n'a plus besoin de se revoir. Est-ce que, voilà, non, je sens que j'ai encore un peu ci ou ça, ok. Ou alors même des gens qui disent cet objectif-là est validé, est-ce qu'on pourrait en travailler un autre ensemble? Ok, voilà, ça c'est une discussion aussi s'il y a besoin ou pas de continuer avec tout ça. Pour voilà, l'offre spéciale dont je vous parlais au début, si vous êtes intéressé de faire une première évaluation, le bilan de base de l'EEG avec les questionnaires santé, vous pouvez utiliser ce code promo-là. Ça marche pour n'importe quoi et pour n'importe qui. On n'a pas réduit ça pour un âge ou pour un type de consultation. Vous pouvez très bien venir pour des problèmes de stress avec ce code-là. Voilà, c'est pour vous. Alors, je vous ai mis un petit processus de comment utiliser le code sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran de ça. Le code, j'ai pas mis la date, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Ouais, jusqu'au 15 juin, pas de souci. Jusqu'à la date de notre prochain webinar, en fait. Ouais. Le code promotionnel est valable si vous l'utilisez sur la plateforme avant le 15 juin. Ça ne veut pas dire pour un rendez-vous. C'est sur la plateforme. C'est-à-dire si vous placez un rendez-vous en août, mais que vous le faites avant le 15 juin de placer ce rendez-vous en août, le code est toujours valable. C'est vraiment la période où vous allez rentrer le code dans le rendez-vous. Donc voilà, mettez bien les bonnes coordonnées, s'il vous plaît. Si jamais c'est pour votre enfant, ne mettez pas votre nom, prénom ou votre date de naissance. Mettez celle de l'enfant, c'est très très important, puisqu'on a des systèmes différents enfants-adultes dans le site de prise de rendez-vous. Donc voilà, mettez bien les bonnes choses. Bien évidemment que le mail, téléphone, adresse, c'est celle des parents, mais voilà, j'insiste parce qu'il y a encore trop souvent des parents qui mettent leurs coordonnées, leur nom, prénom. Et voilà. Pour les prix, j'ai vu personne demander, peut-être que vous avez déjà consulté. Sachez que c'est consultable, c'est en ligne, sur le site, c'est visible, TTC. Il n'y a rien qui est secret. Et info très importante, les prix vont changer le 15 juin. On va devoir faire une augmentation des prix. Va s'en suivre plus tard avec aussi, va y avoir des histoires de changement de service, de pack. On va s'améliorer, on va proposer plus de choses, plus adaptées. Voilà, ça vient. Ça vient. Mais si vous voulez profiter encore, sachez qu'à partir du 15 juin, on va augmenter nos prix. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est discuté aujourd'hui. Donc, c'est important de vous le dire, que vous le sachiez, que ce ne soit pas une surprise, de dire dans le webinaire, j'ai vu, c'était les prix maintenant, c'est plus les mêmes, etc. Donc, voilà. Je pense qu'on va devoir faire une newsletter à ce sujet aussi, Lou, non pour prévenir aussi tous les gens en amont. Qu'ils soient au courant, que ce ne soit pas une surprise. Ensuite, pour les sujets à venir qui ne sont pas encore visibles en ligne, on est un peu derrière le temps, mais ça va venir, on va s'y mettre. On va faire sur les TikTok obsessions en juin, tout ce qui est un peu ces trucs compulsion, obsession, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. L'autisme, on a fait en français et on va le faire en anglais. Du coup, cette fois-ci, ça a été beaucoup demandé, donc on va le faire en anglais. Et on avait fait les difficultés scolaires en français. Donc là, en août, on fera sur les difficultés scolaires en anglais, les enfants qui ont du mal dans les études, dans les apprentissages, en classe, etc.
Voilà. Les inscriptions sont souvent sur notre page Facebook, mais si vous êtes inscrit dans les webinars, on peut aussi vous mettre dans la newsletter pour vous prévenir. Si jamais vous ne voulez pas les recevoir, il vous suffit de vous désinscrire comme dans toutes les newsletters. Voilà. Mais si vous voulez savoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau webinar qui arrive ou qu'il y a une nouveauté, on envoie un email pour les gens qui ne sont pas trop sur Facebook. Comme ça, vous savez, vous pourrez aussi vous inscrire. Voilà. Je le rappelle, mais vous pouvez regarder tous les replays partout sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les liker, à mettre un commentaire, à interagir. On est toujours content de lire des choses. C'est vrai que souvent, les gens sont un peu timides, n'osent pas trop poser des questions. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de jugement. On ne va jamais vous juger sur ce qui vous est arrivé, sur vos réactions, sur vos soucis. Nous, on est là pour aider. Justement, ça nous plairait de savoir... Pardon, Mélanie. Non, vas-y. Si vous avez des idées de sujets pour les prochains webinars, des questions, des choses qui vous plairaient qu'on aborde aussi, nous, ça nous plaît d'avoir du contenu qui vous ressemble et qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à nous dire. Et aussi, toutes les questions que vous posez dans le chat ne seront pas justement visibles dans le replay qui sera disponible sur YouTube. Donc aussi, pas d'inquiétude par rapport à ça, si jamais. Oui, voilà, de toute façon, il n'y a pas de nom, prénom, d'image, voilà. Mais sachez que ces espaces-là sont aussi utiles pour parler, discuter entre vous. Quand on a des difficultés dans son quotidien, quelles qu'elles soient, on peut vite se sentir un peu seul ou un peu isolé. Et parfois, ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de partager ses expériences, ses difficultés, ce qui a marché pour nous, ce qui nous a aidés. Donc, voilà, les chats, les conférences, toutes ces choses-là, ce sont des espaces d'échange entre vous aussi, pas que avec nous. Donc, voilà, faut pas hésiter. Bon, on a fait un peu plus, on a fait 2 heures, mais je suis contente parce que je vois que tout le monde est encore là, donc on vous a pas endormi. J'espère que ça vous a plu. Voilà. S'il y a besoin de revoir un diapo ou s'il y a encore des questions, c'est maintenant. Allez-y. N'hésitez pas, surtout, on est là pour ça. Je vois que... En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos questions intéressantes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses quand même, vous avez fait travailler vos neurones. Merci pour vos merci à vous. Super. Pas de questions. Alors, j'ai peut-être pas regardé sur Facebook s'il y a des questions. Je regardais de temps en temps quand tu parlais. Jusqu'à il y a 5 minutes. Patrick a mis. Merci Patrick. Voilà, Magic derrière le behind the scene, derrière le rideau. Oui, Anne-Laure, si vous êtes enregistré, vous recevez toujours les replays par email. Sachez qu'en général, il nous faut moins d'1 semaine pour les mettre sur YouTube. Donc, même si vous n'avez pas reçu l'email, il vous suffit de checker notre chaîne YouTube d'ici 1 semaine et ça sera dessus. Merci François pour ton retour. François, ça y est, il est là. Coucou. Parmi nous, c'est chouette. C'était 100% énergie féminine, François. Ce soir. Mais c'était bien, ça change. Bon, voilà. Parfait. Pas de questions. Bon, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y en a qui sont trop timides pour poser les questions dans le chat. Voilà, l'adresse info, email, les téléconsultations. Voilà, on essaye de répondre au plus vite. Si au bout d'1 semaine, vous n'avez pas de réponse, relancez. Mais laissez-nous quand même le temps de répondre. On fait ça dès qu'on a du temps sur la journée. Donc voilà. Quelque chose. Les prix sont consultables ici. Voilà. Vous pouvez voir le prix des évaluations initiales et le prix des packs de séances de 10, de 15, de voilà. Comme ça, vous pouvez les consulter. Tout est visible. Sur le site internet. S'il faut remettre le lien, je peux vous le remettre tout de suite. Je peux mettre le lien de Simply Book Me, ouais. Pour le... Ouais, parce que je pense que sur le site internet, ça renvoie sur SBM. On n'a pas encore fait une page avec tous les prix. C'est sur la to-do list. Voilà. Pour que ce soit plus visible, plus accessible. Parce que là, c'est vrai qu'il faut regarder à 2 endroits les différents services qu'on a. Voilà. Voilà, je viens de vous mettre le lien pour aller visionner un petit peu les prix des packages, des services. Super. Parfait. Et puis, comme dit, la consultation, c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit, sans engagement.
On prend vraiment le temps de discuter avec vous de la situation, de vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à en booker. C'est toujours un plaisir et ça vous engage absolument pas à continuer ni le Oui, neurofeedback c'est ni à faire informatif. la mind map. C'est informatif. Après, c'est à vous de prendre la décision. Voilà. Et vous verrez que la prix des séances diffère si vous regardez dans les services ou dans les packs, c'est normal. Que la séance, elle, toute seule, soit plus chère que, par exemple, quand les gens s'engagent sur 10 séances, il y a un prix. La séance est moins chère quand les personnes en prennent 10. Voilà. Donc ça, c'est normal s'il y a cette différence de prix. C'est le Voilà. prix des packages. Est-ce qu'il Voilà. reste des questions peut-être Je pense pas. Écoute, ça a l'air good. Hein. Je pense que sinon les gens auraient déjà, au pire, par email. Hein. On va peut-être avoir beaucoup d'emails. Très bien. Et ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci pour votre attention, Merci vos beaucoup d'avoir interactions. été là. C'était super. Et voilà, je vous dis à bientôt peut-être, Soirée, ou sur d'autres webinars ou d'autres échanges par mail. Si vous êtes des professionnels de santé aussi, c'est pas forcément que pour traitement que vous êtes intéressés. On est toujours content de pouvoir découvrir d'autres professionnels de santé, de pouvoir voir comment eux peuvent nous aider, parce que nous aussi, on a des fois des gens où il faut les envoyer chez un médecin, chez un psychiatre, voilà, tout ce qui est en dehors de nos compétences. Quand il y a besoin de quelque chose à ce niveau-là, on est aussi en recherche de personnes chez qui on peut recommander et qui s'intéressent à notre technique, parce que ça marche toujours mieux de travailler ensemble sur plusieurs choses. Voilà, la santé, c'est holistique. Exactement. Ok, bon, voilà, bonne soirée, Merci, peut-être à bonne soirée. bientôt. Et Au plaisir d'échanger avec vous. voilà, alors Lou, on va finir couper l'enregistrement.